Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Vous le voyez, je pète la forme. Pourquoi est-ce que je pète la forme ? Parce que j'ai suivi les conseils de l'épisode de la semaine dernière sur comment avoir un sommeil en béton et dormir comme un loir ou comme un bébé. Grâce aux conseils de Valentin Gentil. Et j'ai ma lampe de luminothérapie là qui carbure. Vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast où on parle de gros billets, de liberté et bien entendu d'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler vraiment d'immobilier et de crowdfunding immobilier. On va aussi parler pas mal de finances avec Arnaud qui a créé la plateforme Upstone. Comme toujours, je sais pas si j'ai besoin de vous le rappeler, mais je vais quand même vous le rappeler. Quand vous investissez, forcément, il y a toujours des risques. Je suis pas précepteur et encore moins percepteur d'investissement. Je trouve la démarche d'Arnaud hyper intéressante. On va voir, il a notamment une activité de refinancement hypothécaire qui est insolite. Donc voilà, je l'ai rencontré un peu comme mon plan IMO, nos chers Alex et Anto. Je l'ai rencontré grâce à Jérémy Nabet. Ça fait un bail. D'ailleurs, je vous spoil un peu. Non, je sais pas si je vais vous spoiler, mais voilà. On a un petit projet sur un podcast bien connu et pas celui de Jérémy. Je vais faire un petit aller-retour dans la belle ville de Paris juste pour enregistrer un épisode. Donc aujourd'hui, on va parler pas mal de crowdfunding immobilier. Ça a eu beaucoup la cote et ça l'a toujours, je suppose. Donc c'est en fait, Arnaud il expliquera ça mieux que moi, mais c'est en gros participer à un projet immobilier. On divise notamment les fonds propres dont un promoteur a besoin et donc on réunit grâce au principe du crowdfunding. Donc crowd, c'est la foule. Si vous avez un peu écouté votre prof d'anglais, donc voilà, on réunit les fonds propres. Et voilà, on a aussi le projet de refinancement hypothécaire que Arnaud va nous expliquer en détail. Je sais, mes derniers épisodes, ils sont longs. Personne s'en est plaint. Je sais que vous les écoutez en vitesse 1 fois 1,5 ou fois 1,7. Donc tant mieux. J'ai encore quelques épisodes, mais pas tant que ça d'avance. Et je voulais jongler un peu entre tous les épisodes que j'avais, mais ils étaient tous un peu plus longs. Donc voilà, épisode avec Arnaud de Upstone. Qu'est-ce que je pouvais vous dire à part ça ? Je vais essayer de faire court. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé leur top Spotify. Ça fait trop plaisir. Il y en a qui étaient le plus record que j'ai eu, c'est mes petits pieds vagabonds. Claire et Cindy, merci à vous. Elles sont passées sur le podcast. Je suis dans leur top 2%. Enfin, elles sont dans le top 2% de mes auditeurs. Il y a rien que sur Spotify, qui est pas du tout ma plateforme d'écoute principale, il y a plus de 500 personnes pour qui je suis le podcast numéro 1. Et je crois que c'est dans les 2000 ou 3000 pour qui je suis dans le top 3, ça fait plaisir, vous le savez, ici on parle en toute transparence, on parle de gros billets et surtout je vous parle de tout ce qui peut m'arriver en immobilier. En ce moment ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, parce qu'en fait tout roule, tout se passe plutôt bien, tous mes apparts sont loués, j'ai pas eu d'appel récemment, j'ai eu un petit dégât des eaux mais tout a été géré par, j'ai l'impression, le gestionnaire et le syndic. Donc voilà, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas entendu parler de mes appartements et c'est très bien comme ça. Et j'ai une sorte de zénitude là. J'étais 3 semaines en vacances, j'ai réglé pas mal de trucs un peu latents et puis j'ai encore, bien sûr on a toujours des choses à faire, mais voilà, j'ai retrouvé une sorte de quiétude que j'avais un peu perdue. Sinon, donc merci à ceux qui ont partagé. Merci, je félicite comme c'est une fois n'est pas coutume les personnes que je suis dans le club Invest. Donc vous le savez avec mon associé, si vous écoutez les épisodes, souvent on accompagne des débutants et des un peu moins débutants pour faire des acquisitions. En 2 ans, ça va faire 2 ans qu'on a lancé. Il y a eu plus de 5 millions d'euros de projets. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez commencer quand vous voulez, arrêter quand vous voulez, vous pouvez prendre un appel gratuit, vous expliquez votre situation, on regarde si vous pouvez rentrer ou non, vous regardez si on vous convient ou non, clubinvest.fr, les liens dans la description. Et en tout cas, félicitations maintenant c'est fait, j'ai les 2 sœurs, Manon et Alizé, elles ont fait l'acquisition de leur premier bien, plus elles ont un gros immeuble qui arrive. Félicitations à Kevin, normalement il signe, l'épisode il paraît mercredi, il signe vendredi. Voilà, je sais pas s'il va en parler du nombre de biens, mais en tout cas, félicitations à toi, ça cartonne bien, il a créé une nouvelle activité depuis qu'il est au Club Invest, en plus de son emploi initial,
Et félicitations à Valentin parce que pareil, il a signé un compromis, il a normalement décroché un financement. Ça fait trop plaisir. Voilà, on accompagne, c'est un nombre très limité de personnes. Moi, j'en accompagne 5 maximum. Vous voyez là, il y en a 3 en une semaine. Chez qui s'est passé des choses et chez Michel, je suis sûr que ça se passe pareil. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Pas grand-chose de plus. Et dernier point sur notre podcast privé, enfin on appelle podcast privé, vous le savez, pour que tout le monde comprenne. Mais bien entendu, c'est bien plus que ça. La boîte à outils des investisseurs, des épisodes de folie ont été tournés et il y a des épisodes qui sortent comme toujours toutes les 2 semaines. Tac, 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 c'est chirurgical. Cette année, j'aurais pas raté pour l'instant un épisode de podcast et Dieu me préserve de ne pas rater pour le dernier mois de décembre. Mais boîte à outils des investisseurs, épisode super, ils sont tous top, franchement, ils sont tous très bien. On est avec Thomas, directeur de 2 agences Guy Hockey à Paris, et il nous parle sans langue de bois du marché et des agents immobiliers. Il a une bonne connaissance du marché parisien. Donc voilà, il a 2 agences. Je sais pas à quel moment. Tiens, je crois que j'ai jamais entendu sur un podcast quelqu'un qui avait 2 agences immobilières, alors qu'on a tout le temps affaire à des agents immobiliers. Ah si, je l'avais déjà entendu sur mon podcast, mais ça date. Donc voilà, épisode avec Thomas sur justement le métier les agents immobiliers. Et Thomas, si vous ne connaissez pas encore, il est vraiment direct, il prend pas de pincettes et justement c'est ce qu'on cherche quand on veut un agent immobilier, c'est un peu ce qu'on leur reproche, le manque de transparence. Donc voilà. L'épisode d'il y a 2 semaines, si vous ne l'aviez pas encore regardé, c'était trouver un bien éligible pour obtenir 75% de subvention sur ses travaux de rénovation et un emprunt à taux réduit. Et l'épisode encore avant, c'était un dossier bancaire en béton. Pas mal de personnes l'ont partagé en story parce qu'effectivement, ça aurait pu être une formation à 497 €. Et là, c'est inclus dans le podcast privé qui coûte le même prix que Netflix. Voilà. Dernier point, je suis en train de tourner... plutôt de scripter, j'ai pas encore tourné, mais je vais essayer de la sortir fin d'année, voire début janvier max. Une formation sur la bourse, comme toujours. Je vous ferai un épisode, je vous ferai un tarif tout à fait acceptable. Je pense que c'est intéressant. Là, il y a franchement, ça a été, pendant 2 ans, c'était un peu calme. Là, la bourse, elle a bien repris. La crypto, donc rien à voir, ce sera pas sur la crypto. La formation sera que sur la bourse. Se lancer, je vais vous expliquer ma stratégie, comment je choisis les entreprises. Ça fait depuis 2015, donc ça va faire bientôt 9 ans que j'ai investi en bourse, que j'investis toujours, que j'ai des sommes conséquentes. Et donc je vais vous expliquer vraiment le b.a.-ba jusqu'à comment moi je choisis, comment je gère mon portefeuille, comment j'investis, à quel rythme j'investis, etc. Donc si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez que je traite, la formation, ce sera vraiment un prix qui est tout à fait payable. Donc si vous avez des questions, allez hop, si vous me laissez des questions sur la formation, je vous ferai un code promo personnalisé. Faut pas abuser, ce sera peut-être 10 ou 20 €. Donc voilà, je vais tourner ça. Je pense que c'est vraiment le bon moment quand je vois, moi j'ai plus que la bourse, ça m'a fait, j'aurais pu m'acheter une belle voiture grâce à l'argent que j'ai en plus-value latente ou que j'ai déjà encaissé. Donc c'est vraiment un pilier supplémentaire. L'immobilier, ça permet d'aller vite. La bourse, ça permet une certaine sérénité, surtout si on regarde pas ses comptes tous les jours. Et pour la crypto, donc voilà, le Bitcoin, il a passé les 40 000 $. Donc il y avait, j'ai bien aimé une petite phrase de notre cher Clément Yudek que j'ai eu 2 fois sur le podcast. Il a dit, pour ceux qui se disent le bull run, donc le bull run pour ceux qui connaissent pas, c'est le taureau, il t'envoie en l'air avec ses cornes. Le bull run va arriver. En fait, il est un peu déjà là, parce que au début de l'année, on était à 17 000 $. Maintenant, j'ai regardé ce matin, c'était 41 000 $. Voilà. La crypto, c'est encore tout à fait autre chose que la bourse, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont investis dedans. Même moi, j'ai aussi des sommes heureusement moins conséquentes qu'en bourse, mais quand ça monte, on est content. Et là, je teste justement, je fais une sorte de DCA à l'envers. J'ai essayé de sortir ce que j'ai pas très bien fait. J'avais quand même un peu fait, mais pas très bien fait pendant les premiers bull run. Maintenant, je fais un DCA à l'envers, donc je vends une partie des cryptos. Maintenant, là, je trouve que c'est assez haut. Je vais pas tout vendre, mais je vais vendre comme ça chaque semaine une partie de mon portefeuille pour un peu récupérer des gains, parce que j'ai plein de projets pour 2024. On attaque l'épisode donc avec Arnaud de Upstone. Comme toujours,
Chaque investissement comporte des risques. On est parti. À tout de suite de l'autre côté. Tu prends son, voilà. Tu prends son et Je prends image son, ou juste image? je prends Ou son juste et image, mais l'image, j'en fais rien. En fait, j'aime bien D'accord. qu'on se regarde, sinon c'est hyper difficile d'avoir Je suis un d'accord. échange fluide. Ok, Je suis on est d'accord, c'est un peu parti. dur. Et donc, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Arnaud. Arnaud, on va parler avec toi de crowdfunding immobilier, de SCPI et de refinancement hypothécaire, un sujet qui est pas trop abordé. Donc, je suis ravi de t'avoir. C'est grâce à Jérémy qu'on peut saluer. Jérémy de Ça fait un bail. J'étais avec lui d'ailleurs il y a une semaine. On s'est retrouvés au même événement et puis tu m'as un peu raconté tes activités et je me suis dit que tu faisais un invité plus que parfait pour pour le podcast. Alors j'aime bien comme première question, en plus je t'avais pas prévenu. Hop là. Je t'avais pas prévenu, mais je vais te la poser. C'est que les invités racontent un peu, pour se présenter, une expérience insolite ou singulière, un peu dérangeante qui a pu leur arriver dans peut-être des stages ou tu vois. Enfin, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Un peu un truc où tu t'es dit bon, tôt ou tard, je vais pas finir. Enfin, je sais pas si t'as fait un stage quand t'étais étudiant où tu faisais un peu le larbin ou alors c'était pas super excitant. Donc voilà. Je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais Ça marche. aujourd'hui? Et puis, pour l'anecdote, je suis sûr que Et ça va le l'anecdote, faire facilement. Tu as super. travaillé à Madagascar. Je suis sûr qu'il a dû t'arriver des péripéties Je cherchais dans ce segment-là. sans fin. Salut Thibaut, ouais, merci de me recevoir et ravi de venir parler de tout ça avec toi. Moi, je suis le fondateur d'Upstone, qui est une plateforme de crowdfunding. Donc, j'ai fait ça après quelques expériences professionnelles. Et pour parler, alors d'un moment gênant. Alors, d'un moment gênant, moi, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur. Je suis ingénieur BTP. J'ai fait une école qui s'appelle l'ESTP, donc l'école des travaux publics. Donc, naturellement, alors ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais on a tendance à aller travailler dans des métiers de construction. Et moi, j'avais envie de découvrir un petit peu le continent africain en me disant ça fait une bonne expérience et ça permet surtout. Enfin, j'avais envie d'aller voir sur place l'Afrique. Et beaucoup de choses qu'on dit pas, qu'on comprend pas, beaucoup de gens qui sont pas allés. Donc je me suis dit, bon, allez, le meilleur moyen de découvrir, c'est d'aller y travailler. Donc j'ai commencé à faire un stage en Guinée équatoriale là-bas. Ok. Et donc c'est un pays qui est le Gabon et zut, j'ai oublié l'autre, mais donc qui est sous le Afrique de Gabon l'Ouest. du coup. Ça. Ouais, c'est plutôt Afrique de l'Ouest, Afrique tropicale. Et donc c'est un tout petit pays étrangement parle espagnol. Voilà, j'ai aussi découvert qu'il y avait une colonie espagnole en Afrique et que, en fait, entouré de pays qui sont des anciennes colonies françaises, donc ça parle français. Et là, moi, j'ai pas appris l'espagnol en seconde langue. J'ai fait modestement de l'allemand et j'ai vite abandonné parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, je parlais pas bien espagnol. Je parlais un peu mieux après, puis j'ai tout oublié. Et j'ai commencé voilà, à faire un chantier de rénovation de route là-bas. Le premier la première expérience qui est arrivée à l'aéroport. Et je lui donnais 2-3 anecdotes parce que en 4 mois de stage là-bas, il s'est passé pas mal de choses. Il y a beaucoup de clichés, mais il y en a un qui est très vrai, c'est que tout ce qui est policier, douane, c'est des gens qui sont pas très très bien payés généralement, et ils arrivent à tirer parti d'un certain nombre de situations, notamment avec les expats, en exploitant un petit peu leurs ressources financières. Donc je m'explique. Moi, j'aime bien la photo et avant de partir en Afrique, je me suis dit, c'est quand même l'endroit où je vais pouvoir faire des photos. Donc, je rêvais depuis des années d'avoir un réflexe. Donc, je me suis acheté un réflexe numérique. C'était en 2006, 2005. Donc, voilà, c'était les premiers modèles qui se démocratisaient un petit peu et j'étais super content. Et j'atterris, j'arrive à l'aéroport ça devait être Malabo, qui est la capitale sur une île. Et là, je passe la douane, et là, le douanier, il prend mon appareil photo, il le met sous le bureau. Et il me donne le reste de ma valise. Et je lui dis, en fait, j'avais un appareil photo, donc comment on fait, quoi. Et en fait, il me dit, en gros, tu sors. Donc là, il y a un expat qui vient me chercher, je lui explique la situation, il me dit, pas surpris le type, hein, il dit, bon, ok. Donc il envoie un gars qui va palabrer un petit peu, en fait, lui donner probablement, je ne sais pas combien de francs CFA à l'époque, c'est pas grand-chose, mais juste de quoi voilà, récupérer un peu ce petit racket. Et donc, voilà, très tôt, ça te met dans l'ambiance en disant, bon, ok, il y a différentes façons de fonctionner, et celle-ci, il va falloir comprendre certains codes.
Et moi, j'arrive, j'étais pâle, j'étais blanc comme un cul parce que on commence les stages, ça devait être en mars, donc t'es pas forcément au top de ton bronzage. Donc j'arrive, on voit bien que j'ai jamais pris le soleil des tropiques, donc voilà. Et généralement dans ces expériences d'expat, on te file un véhicule, donc j'avais un pick-up. Et pareil, on me dit bon, tes papiers, tu prends une photocopie, t'as jamais tes papiers originaux sur toi, donc tu prends une photocopie. Et franchement, littéralement, le premier rond-point que je fais, je me fais siffler dessus par un flic, genre qui pète un plomb, qui me dit allez, faut contrôle d'identité, contrôle des papiers. Vous savez pourquoi on vous arrête? Je dis franchement, j'en sais rien. Il me dit ouais, défaut de clignotant. Non, je crois que j'ai mis mon clignotant. Et en plus, le truc qu'il fallait pas dire, quoi. Et donc le type me prend mes papiers et il a deux doigts de prendre les clés du pick-up. Donc j'arrive à m'extraire de ça. Et encore une fois, j'ai dû aller chercher mes papiers, voilà, Les vrais papiers, à c'était des la. vrais papiers, pas de copie encore, quoi. Non, non, même, ouais, enfin, c'était UBS, quoi. Donc, voilà. Et en fait, t'apprends que quand un policier t'arrête sur un rond-point qui te dit qu'il a soif, bah, il faut lui donner de quoi s'acheter une bière. Voilà. Et en fait, ça s'arrête là. Donc, voilà. Donc, mais alors, ça fait très cliché, mais ça a été très rigolo, cette aventure. Une fois que t'as compris quelques codes, bah, tu sais comment ça marche et t'avances un peu. Après, oui, forcément, tu commences dans ces contrées-là. T'es jeune ingénieur en stage, tu sais pas faire grand-chose, tu sers pas à grand-chose. Du coup, t'es là-bas, tu vas déposer les trucs dans ton pick-up. Je me suis retrouvé sur des pistes en brousse, à aller voir la carrière là où on concasse le caillou pour faire la route. Aller voir un peu comment ça se passait. Puis il fallait ramener les mecs à la base vie. Du coup, truc que tu ferais jamais en France. Tu as un pick-up avec 10 personnes dans la benne et tu te retrouves à rouler dans un épais nuage de fumée parce qu'il y a une voiture qui est devant toi, dans, dans- en considérant voilà tout ce qu'on t'a appris sur la notion du risque et Les ce droits qu'ils du appellent safety travail et tout first, ça, quoi. voilà. Voilà, en disant bah de toute façon voilà c'est comme ça, mais pas d'accident, tout va bien. Et c'était voilà, moi j'ai adoré parce qu'il y avait un côté rock'n'roll quand même. Il y avait un côté un peu sympa Ouais, ça forge. ouais, ça forge. Et puis t'as le monde occidental qui est très policé où on peut pas déraper, tout est extrêmement normé, très cadré. C'est voilà pour certainement tout un tas de bonnes raisons, ce qui fait que il y a très peu d'accidents du travail, mais si tu veux retrouver un petit peu de liberté. Voilà, t'as des pays où sans mettre en danger les gens, t'as un peu plus de flexibilité et ça fait du bien. Donc voilà, et après je suis allé bosser à Madagascar. Et là, bon, j'ai plutôt des souvenirs j'avais à l'époque un iPod aussi où en fait pour transmettre la musique sur l'iPod, il y avait un petit émetteur radio que tu branchais Ah ouais, sur on l'a tous eu je sais là. plus si Toi, c'était sur une cassette, t'as voilà. 41 ans, ça. J'ai 40 ans, ouais. 40 Donc ans, ouais. voilà. Donc Ouais, je suis donc, dans cette ouais. génération, les premiers iPods. Ouais, Et j'avais aussi ça. iPod Pod, hein, pas iPhone, iPod avec Oui, les oui. MP3 que tu mets dessus via iTunes et voilà le martingale pour mettre la musique sur ta voiture, c'était d'avoir cet émetteur qui en fait marchait très bien à Madagascar parce que Parce t'as qu'il n'y avait pas pas non, les ondes d'autres radio émissions. Voilà, c'est ouais, ça. elles sont relativement libres quoi. C'est juste comme c'est un disque dur et que c'était pas de la mémoire flash à l'époque, c'était des petits disques durs à aiguille et que quand tu roules en brousse et que tu es là pour faire la route, c'est que généralement la route elle est quand même bien défoncée. Et du Donc coup, ça voilà, sautait, ouais. voilà, Ouais, ouais. ça sautait quand même, mais j'étais très content d'écouter AC/DC à fond en brousse pour découvrir qu'en fait ce truc marchait vraiment beaucoup mieux en Île-de-France quoi. Ouais, Bon, après, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. on a On eu a eu on a eu ça. des connecteurs différents après. On avait les cassettes aussi, là, des cassettes avec un fil, là. Je pense que tu l'as Ouais, eu. Ouais, c'était ça, exactement, j'ai eu ça aussi. ça, Ouais. le hack. Voilà, on avait nos solutions pour écouter avant. Yes. Mais de toute façon, t'aurais eu un truc de streaming là-bas, ça t'aurait pas servi à grand chose, Oui, quoi. oui, bien Mais sûr. il valait mieux avoir son iPod, quoi. Donc voilà, Yes. quelques anecdotes, comme je peux en avoir plein à raconter, Ok. mais voilà. Ok. Ouais, en termes allez, le truc le plus larbin que je puisse avoir, c'est j'ai été vendeur chez Orange quand j'étais étudiant. Donc je vendais des téléphones et des housses de téléphone principalement. Et en fait, c'est un job qui se passait super bien globalement jusqu'à un moment où j'ai vendu un forfait à un type. Et je pense qu'en fait, je sais pas pourquoi, il est revenu. À un moment, il y a le manager qui me dit va te planquer dans l'arrière-boutique. Alors je m'exécute et il me dit il est revenu furax pendant ta pause déj, le type, il a pété un plomb, il a dit que tu lui avais fourgué un truc alors qu'il en voulait pas. Donc là, il est revenu
pour te chercher un peu toi personnellement, quoi. Je dis oh là là, surtout moi qui voilà, généralement j'étais pas vraiment pushy comme vendeur. Je dis t'as besoin d'un truc, on va essayer de trouver ce que t'as et vendre les 14 accessoires où je faisais ma marge, c'était pas trop mon truc. Donc vraiment j'étais un peu surpris, mais voilà, finalement il a pas eu ma peau, il allait m'oublier assez vite, quoi. Yes, bah top. Ok. Et est-ce que tu dirais que cette expérience en Afrique, ça t'a un peu aidé dans le reste de tes activités professionnelles, un peu la débrouille ou justement le devoir passer par des moyens peut-être contournés, pas forcément des pots de vin, on dit pas ça pour Ouais, ce dont on va parler. non. Non, alors c'est vrai que ça te forge un forgé, peu peut-être, ouais. parce que tu vois, un chantier routier, c'est simple, tu as un point A, un point B, et toi, tu fais la liaison entre les deux. Et en général, le point A, c'est une ville, le point B, en l'occurrence, là, c'était un bord de mer. Et moi, on m'a dit, voilà, on a un truc à Madagascar, est-ce que ça te branche? Je savais pas où dans Madagascar, mais j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, bon, ça a l'air trop bien, Madagascar, c'était un peu moins d'une vingtaine d'années maintenant, mais le pays a beaucoup changé entre temps. Mais je me suis dit, Madagascar, franchement, c'est ultra sexy. Donc j'y vais. Et après, on me dit, bon, bah voilà, là, il y a Tananarive, la capitale. Donc là, tu vas faire 8 heures de route. Tu arrives à la ville d'après et tu vas encore faire 2 heures de route. Là, tu es sur le bord de mer. Alors, pas de bol, c'est la côte Est. La côte Est, dans l'océan Indien, en fait, c'est la côte qui prend les vents. Donc, il y a du courant, il y a des requins. C'est pas du tout le côté balnéaire que tu peux imaginer, ce qui est plutôt la côte ouest avec le canal du Mozambique. Et on me dit non seulement tu ne seras pas là parce que ça peut quand même avoir un peu de charme d'être en bord de mer, tu vas être entre le point A et le point B, donc à peu près au milieu, là où il y a rien. Mais c'est là où on a trouvé du caillou, donc c'est là où on va faire la carrière. Donc on va mettre le concasseur, on va dynamiter la roche, on va le rentrer dans le concasseur, ça va faire du bruit 24 heures sur 24. Donc on va raser 2 hectares de forêt. Et puis on va te mettre ton Algeco ici. C'est là où tu vas vivre, quoi. Donc, et là, donc tu n'as rien parce que en plus, il y avait le réseau téléphonique était très très peu développé à l'époque là-bas, beaucoup moins en France aussi à l'époque, hein, mais mais là-bas, il fallait que. Pas Internet, en fait, quoi. Ça, c'est la question que je se posait non, pas, hein, même encore maintenant. alors Donc, non, je n'avais pas Internet. Je n'avais pas Internet. Pour trouver Internet, il fallait que je fasse 3 heures de route, que je me trouve dans un cybercafé qui avait une connexion 56K partagée. Donc autant dire que les emails, bah, t'attends un peu, t'en reçois quelques-uns, t'es content, et le week-end où tu vas et t'as pas d'email, t'es hyper triste, quoi. Mais voilà, donc t'as pas de moyen de contacter les gens très rapidement. T'as un chantier qui est étendu sur 60 à 80 km et t'as des solutions à trouver toute la journée, voilà, sur place, avec des types qui te posent des questions. Voilà, donc je me suis retrouvé à porter un godet de pelle dans mon pick-up en me disant bon bah il y a besoin de le déplacer là-bas, il y a aucun camion qui est dispo, bon allez, colle-le dans mon pick-up. Donc j'avais le pick-up qui était en mode les roues qui touchent pas arrière bien devant. tassées, voilà. Donc ouais, c'est des anecdotes, il y a jamais rien de très compliqué, mais c'est vrai que t'as des côtés un peu fun et typiquement il y a un jour le premier Noël que j'ai passé là-bas. 2 semaines avant les vacances, tu as tous les expats qui me disent bon bah moi j'ai posé mes vacances là, lui il a posé ses vacances là. Bon, toi t'es le plus jeune, donc toi tu prendras tes vacances après, quand on sera de retour. Mais bon, c'est la vie, hein. Tu dis bon, je verrai pas ma famille à Noël, c'est pas grave. Je voulais un peu aussi aller à l'aventure, donc ça allait, c'est dans mes critères. Sauf que ils se cassent tous et je me retrouve sur un chantier à Madagascar avec un ouragan qui arrive. Ah, génial. Et le niveau d'eau qui arrive 2 mètres au-dessus de la route. Et là, je me dis, bon, si je dois aller à l'autre bout du chantier, comment je fais? Et ben, en fait, tu as un système très bien organisé de pirogues qui marche très bien. Okay. C'est-à-dire que les mecs sont habitués. Donc, tu as les taxis brousse qui arrivent, ils chargent sur des pirogues, et puis on va aller voir le taxi brousse qui est de l'autre côté du monticule-d'eau, et ainsi de suite. Donc, c'était la débrouille en permanence. Et après t'es aidé parce que t'as plein de gens qui te filent un coup de main très facilement. Je me souviens d'un dimanche soir où je rentrais de la côte pour aller vers ma base vie, et là d'un coup je sens mon train arrière de voiture qui est plus très accroché au sol, et en fait j'avais fait une crevaison. Donc naturellement, dans ce cas-là, tu te fous sur le bord de la route, tu mets ton frein à main, tu regardes ce qui se passe, et là alors que j'étais mais vraiment au milieu de nulle part, il y a 4-5 bonhommes qui sortent comme ça, qui me parlaient pas un mot de français, je parlais très très peu de malgache, hein, et en fait qui m'ont aidé. Tu vois, ils ont mis le cric, ils m'ont changé la roue,
et bon, bah, j'aurais filé un petit billet parce que c'était quand même, il m'avait quand même bien aidé. Et du coup, c'était vachement sympa comme expérience. Donc, ouais, c'était top. Je sais plus pourquoi on parlait de Madagascar, où est-ce qu'on voulait en arriver, mais en Oui, tout cas, ben, j'ai c'était un commencé ma peu très ce que bonne tu as pu carrière. en tirer, c'est ça, c'est ce que maintenant Ouais, beaucoup c'est de ça, gens recherchent un peu c'est quand, ça. quand ils partent ailleurs qu'à Majorque ou Ouais, d'ailleurs à ouais, Madagascar, mais ça a commencé à ouais, être une c'est ça, situation, c'est ça. une... C'est ça, pour faire le lien avec ce qu'on peut dire, c'est que ouais, t'es habitué à trouver à faire ton chemin. Tu vois, tu as tes Mm, outils, tu fais ta bidouille, tu essaies de trouver ton résultat et tu avances. Et c'est vachement important quand tu es entrepreneur mm, parce que tu es confronté toute la journée à des trucs inédits où les solutions sont pas forcément compliquées. En tout cas, tu peux trouver des solutions simples et plus elles sont simples, mieux c'est. Hein. mm, Et ça va. Enfin, tu vois, j'ai fait des trucs bêtes. Hein. T'as des gens qui arrivent, le premier jour, ils arrivent pour bosser, ils disent, tu leur demandes de faire un calcul, ils disent ouais, j'ai pas de calculatrice. Bah, je sais pas, tu prends Excel, quoi. mm, T'ouvres un onglet Excel, tu fais ton calcul et c'est tout simple. Et là, ah oui, ça peut être simple si t'as pas besoin d'avoir une mm. calculatrice. Bon, voilà, Ok, c'est l'anecdote, quoi. Mais ça ouais, marche. ça forge forcément. Yes. Ok, on va passer rapidement sur la suite. Donc, Hmm. ensuite, tu t'es formé à la finance, c'est ça? C'est c'est ça. Le Finance. virage, je l'ai Quelle pris en me finance disant, exactement? ouais, j'ai pris le virage de la finance parce que le côté expat, je trouvais ça génial. Mais si je le faisais, c'était dans des pays un peu exotiques. Je ne me Mm, voyais pas rentrer en France pour faire le même boulot parce il est beaucoup plus normé. Et en fait, ok. tu t'en mérites à faire beaucoup de paperasse toute la journée, à faire signer des types de comment tu dois planter un clou et vérifier qu'il le plante bien dans le bon sens, etc. Je grossis un peu le trait, mais tu vois, tout le côté t'es planté au milieu de ton chantier et tu te débrouilles, bah, il devient un peu moins fun en France. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire autre chose. J'avais des copains qui avaient fait un master finance à l'ESCP et qui m'ont un peu envoyé du rêve en me disant, ouais, on a des métiers, c'est super cool et en plus, on gagne plein d'argent. Et donc voilà, j'ai bêtement, hein, je l'avoue sans problème, j'ai bêtement été aussi influencé en me disant bon bah pourquoi pas faire un métier sur lequel je vais gagner beaucoup plus d'argent Mm, parce que c'était la thèse de tu gagnes beaucoup d'argent pendant 10 ans et après peut-être que tu peux t'arrêter de travailler ou travailler mm. différemment, ce que les gens font Et ce que pas tu as en fait aussi. général quand Tu travailles aussi ils différemment. ouais, c'est ça. Et donc, j'ai pris des cours de finance. Je suis arrivé sur le marché du travail en pleine crise des subprimes. Donc, autant dire que les gros salaires c'était c'était un peu assagi. Et c'était même un petit peu un challenge de trouver un job. Et j'ai trouvé un job d'analyste financier à Londres. Donc, ce qu'on appelle l'equity research, c'est des analystes financiers qui produisent des notes d'analyse sur les sociétés cotées. Donc, tu regardes les résultats de la société cotée, tu dis elle est bien, elle n'est pas bien, tu dis ce que tu en penses. Généralement, tu t'éloignes pas trop du consensus et puis Mm, tu donnes une recommandation à l'achat ou à la vente qui est distribuée à un panel d'investisseurs qui ensuite va passer des ordres avec des sales traders. Donc, c'était hyper enrichissant parce que, alors, je devais arriver dans l'équipe Building and Materials à l'époque, chez ce broker, parce que Building and Materials, c'est ce qui se ressemble le plus à la construction. Et mm, étant ingénieur dans la construction, c'était logique. Et je me souviens très bien, c'est un copain qui m'a accompagné à Londres en voiture avec toutes mes affaires. Et j'ai un coup de fil du directeur de la recherche qui m'appelle en me disant bon, j'ai une mauvaise nouvelle, une bonne, une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de place dans l'équipe Building and Materials parce qu'on a recruté le junior. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une place en real estate. Et il me dit, oh, tu verras, c'est la même chose, quoi. Ça n'a juste rien à voir. Mais mm. je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu, maintenant que je suis là, je vais quand même y aller. Et il me dit, il faut repasser quelques entretiens quand même, il faut rencontrer l'équipe. Je fais, bah, de toute façon, j'arrive, donc on va aller faire ces entretiens. Et j'ai rencontré les bonhommes de real estate avec qui je me suis très bien entendu. Et voilà, j'ai pu mettre le nez dans l'immobilier. Donc, je fais partie de ces gens qui sont arrivés dans l'immobilier par hasard. Voilà, Ok. alors, rien de m'y Donc prédestinait. c'est ouais, voilà. Ça, c'est l'immobilier souvent commercial ou les grosses foncières ou Hum, les foncières cotées, en fait. hum. Ça. C'est ça, c'est Et- exactement. Ouais, c'est les sociétés comme Unibail, comme mm, Clépierre, comme Gessina, donc qui gèrent des parcs de bureaux et de commerce mm, et de centres commerciaux. Et donc, je découvre ce que c'est un taux d'occupation, ce que c'est un loyer, ce que c'est une valeur vénale, une valeur d'expertise, une valeur de société. Donc, tout plein de choses qu'on met, tout un tas d'informations qu'on recueille pour faire des notes macro en disant, bon, bah, le secteur, il va comme ça. Et puis, pour tomber mm. sur la société et se dire, cette société, elle va bien, elle va pas bien, ou qu'est-ce qu'on en pense. Donc, voilà, j'ai fait ça 2 ans. Et donc, j'ai appris énormément de choses. C'était hyper enrichissant. C'était très, très mal payé aussi.
Mais c'était hyper enrichissant. C'est mal payé et à Londres. Donc, ce qui fait que. Moi, j'étais à Londres il n'y a pas longtemps, donc t'es content. Ouais, et c'était à Londres, tu vois, en 2007. Donc, t'imagines aujourd'hui, avec l'inflation, plus. Voilà, la vie est vraiment très chère là-bas. Donc, j'avais une coloc avec une chambre de 7 ou 8 mètres carrés dans un appartement qui était vers Covent Garden, pas très loin de là où je travaillais à St. James. Donc, c'était chouette parce que c'était central, quoi. Ouais. Voilà, c'était hyper central. Bon, comme c'est hyper central, c'est hyper blindé tout le temps. Donc, il y a les voitures tout le temps, il y a des bruits tout le temps. C'est pas calme du tout. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, voilà. Et donc, comme je disais, c'est hyper enrichissant, mais pas très bien payé. Du coup, quand mon boss me dit, bon, écoute, moi, j'ai envie de rentrer en France et je vais monter une boîte pour faire du conseil. En fait, moi, j'avais 25 ans, 25, 26 ans. Je me dis, en fait, ça correspond un peu à mon critère de monter une boîte avant de mes 30 ans. Comme ça, je tente. Même si j'étais encore très junior, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je me suis dit, voilà, on rebondit et on retourne dans la mère patrie et on monte une boîte et c'était cool. Et on a monté cette boîte. Alors moi, j'étais extrêmement minoritaire dans l'aventure parce que forcément, j'étais jeune et le pauvre. petit junior. Voilà, exactement. Et donc, on a commencé par faire du conseil en communication financière auprès des foncières. Et conseil en comfi, parce que nous, on lisait la communication financière des boîtes toute la journée pour en tirer un reporting. Donc, on s'est dit, on va les aider à l'améliorer, ce qui était plutôt logique, dans l'espoir d'avoir un petit peu un business de transaction pour les aider à acheter et vendre des actifs. Et au bout de 2 ans, cet associé qui était mon ancien boss me dit, écoute, moi, j'ai plutôt envie de lever le pied pour me concentrer sur ma vie. Donc écoute, ça, voilà, où tu prends le relais, ou on fait un peu différemment, mais voilà, moi je vais un peu lever les pieds. Et moi, ça correspondait un peu à un moment où il fallait que j'accélère, et j'étais encore pas prêt à me lancer tout seul. Puis on avait une répartition qui était très en sa faveur, c'était normal. Donc voilà, ça s'est un peu terminé en autre boudin. Et puis je suis allé dans la partie SCPI de la BNP Paribas Real Estate, REIM pour être précis, où je m'occupais de la communication financière et du marketing. Donc là, j'ai découvert un peu le business des SCPI, des fonds, ces fameux fonds d'investissement en immobilier, et leur fonctionnement. Donc c'était très chouette aussi, et j'ai appris ce que c'était que le produit d'investissement et comment ça fonctionnait. Donc là, je suis intarissable a priori sur les SCPI. Du coup, on va faire une petite digression sur le sujet avant d'attaquer sur Upstone. Donc en fait, je pense que la plupart des personnes, en fait, quand on pense finance et immobilier en général, donc il y a soit les sociétés cotées, donc ce que tu faisais à Londres, souvent ça s'appelle les REITs, Real Estate Investment Trust, je pense. Ouais. Et puis sinon, il y a les SCPI qui elles sont pas cotées, qui font pas de dette. En général, elles lèvent pas de dette, hein. Contrairement aux REITs, ils peuvent lever des dettes. Les SCPI, elles lèvent pas de dette. Mais tu peux, toi, lever de la dette, par contre, à l'inverse, pour en acheter. Voilà. C'est un peu comme ça que certains fonctionnent. Exactement. Tu peux nous dire un peu ce que enfin, moi, j'en ai pas des rates, là, j'en ai des Unibail, des Clépierre, tout ça. Ça présentait beaucoup d'avantages à un moment. Après, on a bien vu, notamment avec Unibail, le cours dégringolait comme jamais, alors qu'on pensait que derrière, c'était du... Enfin, tu te dis c'est moins risqué que les actions, tu vois. Tu peux te dire voilà, en gros, quand il y a une crise, ça va moins en pâtir. Mais après, il y a toujours aussi des histoires de management et tout qui font qu'on peut faire, si on fait trop gros, par exemple, ça peut créer des gros problèmes. Et tu peux te faire diluer beaucoup plus facilement que. Enfin, à un moment, il y a eu un risque. Il y a eu un risque par exemple, chez Unibail qui il voulait complètement diluer, faire une augmentation de capital qui aurait dilué un peu tout le monde. Les SCPI. Alors moi, ce que je vois, tu me dis qu'on peut faire un genre Q&A si tu veux. Enfin, si tu veux. Si vas-y. Du coup, moi, ce que je vois, c'est que, quand on est investisseur IMO physique, donc nous, on va essayer de trouver le meilleur bien, l'acheter au meilleur prix, diminuer la vacance, lever de la dette. Et ce qui nous embête, c'est la gestion, les frais de notaire. Et en gros, c'est ça. Si je dis pas et la diversification qui est beaucoup plus compliquée. Du coup, les SCPI, donc moi, ce que je vois, j'ai toujours du mal, tu vois, c'est un peu comme l'État. Il dépense de l'argent pour quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours le meilleur point. Voilà. Et après, c'est aussi la valorisation qui doit être annoncée.
que nous, en tant qu'investisseur immobilier physique, tu te dis, bon, dans 5 ans, ça vaudra peut-être plus, mais en gros, personne n'en sait rien. Souvent, ça, c'est annoncé. Peut-être qu'est-ce que tu as comme, donc, le gros point positif de SCPI, c'est que tu fais rien. Je pense que là, on est tous d'accord. Tu fais rien du tout. Et en fait, la SCPI, elle fait la performance du marché. C'est-à-dire que tu regardes à peu près le marché immobilier. Les SCPI sont plus ou moins catégorisés en commercial, principalement d'ailleurs du bureau et du commerce, marginalement du résidentiel, mais ça, je garderai le résidentiel à la fin parce que c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire selon moi, c'est faire des lois fiscales via des SCPI, genre du Pinel ou autre. Parce que là, tu payes tout le monde, là, sauf toi. Ouais, exactement, ouais, c'est vraiment la catastrophe. Et donc tu investis de façon complètement passive dans un produit d'investissement ultra diversifié qui gère des centaines de lignes de locataires. Et dans ta SCPI, tu peux avoir une tour à la Défense, tu peux avoir des bureaux en région parisienne, des bureaux autour du périph', des bureaux dans Paris, des bureaux à Bordeaux, enfin voilà. Donc si tu as une SCPI bureau, globalement, elle fait du bureau. Qu'est-ce qu'elle va te rapporter? Elle va te rapporter le marché du bureau, hein, ultra diversifié. Donc c'est une performance qui est... Alors, si on la relativise, mais je crois que la moyenne de rémunération des CPI, c'est entre 4 et 4,5, si on regarde les chiffres de la SPIM. Donc, c'est pas waouh. Mais face à ça, tu as quoi? Tu n'as pas de gestion et tu n'as pas de risque. Et c'est un produit, généralement, qui est conservé de façon très, très long terme. Moi, quand je bossais dans les CPI, on a fait des interviews de porteurs de parts. L'idée dans l'idée marketing derrière, c'était de mieux comprendre ceux qui investissent dans les CPI pour continuer à aller chercher d'autres personas identiques. Et donc, on constatait que c'était des gens plutôt âgés. Donc, l'âge moyen, je crois, des porteurs de parts, c'était 70 ans. Et que c'est des gens, du coup, qui gardent une trentaine d'années leur SCPI. Donc, ils arrivent entre 40 et 50 ans à commencer à se demander ce qu'ils vont faire de leur argent. Et qui ont probablement une première expérience d'immobilier locatif. Et ils ont été traumatisés. Et ils veulent plus entendre parler de locataires. Voilà, le dimanche matin, le type qui appelle pour dire le bip du garage ne marche pas parce qu'il faut changer les piles, ou les toilettes qui ne marchent plus le dimanche après-midi, ça, ils ne veulent plus jamais en entendre parler, ils ont été traumatisés. Donc, ils se disent, les SCPI, je gagne peut-être un peu moins, mais le revenu est là et c'est géré par des professionnels de l'investissement, donc c'est nickel. Et puis, comme ça correspond à un âge où, en fait, ils sont plutôt à la recherche de compléments de revenus, parce qu'ils sont retraités, et comme ça paye tous les trimestres, voire certaines tous les mois, finalement, ça marche, quoi. Ça marche. Mais c'est sûr que si tu cherches la pépite, en fait, tu peux pas chercher une pépite dans des CPI parce que c'est des produits qui vont collecter 1 milliard. Non, bien plus que ça. Je crois qu'ils ont fait une collecte à 8 milliards. Le maximum de collecte atteint ces 10 dernières années, c'est 8 milliards d'euros. Donc, quand tu investis 8 milliards sur le marché, tu peux pas trouver que des produits formidables. Enfin, pour connaître un peu l'investissement, tu te dis bien, la pépite, il faut la chercher longtemps. Parfois, elle te tombe dessus, mais tu n'as pas de quoi déployer des milliards sur des pépites. Sinon, tout le monde le ferait, ça ferait monter les prix, quoi. C'est un peu efficient. Donc, en fait, la SCPI, c'est un gros mammouth avec plein de lignes, géré par des asset managers qui ont leur tableau avec la gestion, qui leur indique où en est le bail, quel est le locataire, quel est le niveau de loyer qui paie, quelle est la future indexation. Si on est en fin de bail, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut vider l'actif, le rénover, le repositionner, trouver un nouveau locataire, faire un nouveau loyer. Ou tout simplement, ce qui s'est passé depuis la baisse des taux, c'est acheter un actif et le laisser prendre de la valeur. Ça, c'était la baisse des taux a mécaniquement fait augmenter la valeur des actifs parce que on avait un taux sans risque râlait pas crête, des investisseurs blindés d'obligations d'État qui rapportent plus rien quand elles sont remboursées et qui vont chercher une alternative, qui vont aller vers de l'immobilier plutôt professionnel, donc au travers de fonds d'investissement. Et donc, il y avait beaucoup de batailles sur un stock limité pour acquérir des actifs immobiliers. Donc, ça a fait monter la valo. Et donc, il y avait un job qui était assez simple, finalement, ces 10 dernières années, c'était de collecter et de déployer parce que tout de suite, ça prenait de la valeur. Je ne veux pas minorer le travail qui a été fait parce qu'il faut quand même... faut les trouver. Puis après, c'est pas évident de gérer tout cet argent, contrairement à ce qu'on pense, vu que justement, c'est du cash. En fait, ça, c'est un problème on a souvent en finance d'entreprise, c'est les sociétés qui ont beaucoup de cash. Au bout d'un moment, en fait, leurs opérations, elles vont rapporter beaucoup d'argent, mais après, si
En fait, tu payes ce La cash gestion qui du sert cash. à rien, quoi, en fait. C'est assez compliqué. Alors, Mm. soit elles vont essayer de Voilà. l'investir sur des trucs, mais ça peut être foireux, soit elles le gardent. Donc, c'est un vrai problème que nous, quand on est investisseur IMO, qu'on fait que du levier, on n'a pas tendance à connaître, quoi. Mais c'est vrai que ce Non, cash, non, si ce n'est, normalement, voilà, on a tu fais les tous, fonds de tiroir pour trouver ce fameux cash quand mais, tu es investisseur. Et là, quand tu collectes beaucoup, théorie financière, une société n'a pas à détenir du cash. Hein. Voilà, tu peux créer ton matelas de sécurité, mais généralement, le cash ne rapporte rien. Il faut l'investir dans les projets, quoi. Et donc voilà, il faut collecter. Tu sais pas combien tu vas collecter, mais tu cherches à collecter le maximum et tu dois investir dans des biens. Et moi, j'ai connu une période dans les CPI où il fallait investir. La question n'était pas de trouver la pépite, c'était d'investir. Et ok. il y avait C'est là où on fait souvent des d'autres mauvaises sociétés de affaires en gestion. général. Ouais. Ouais, ouais, mais il y avait, effectivement, c'est un marché, où il y a de la demande et pas une offre extensible. Et et tu as le cash qui te rapporte zéro parce que les comptes à terme sont à zéro à cette époque-là. Ouais. Et donc, le challenge, c'est de trouver les actifs et de faire la bonne acquisition parce que tu as d'autres sociétés de gestion qui vont dire, bah, écoute, moi, je déborde de cash, donc je préfère mettre 5% au-dessus du prix, comme ça, je l'ai. Et là, tu te dis, bah, ouais, mais ils ont payé trop cher l'actif. Ouais, mais en attendant, toi, tu as du cash. Et 1 an, 2 ans plus tard, les valorisations d'actifs s'améliorent et finalement, ce n'était pas une mauvaise affaire dans ce paradigme. Et toi, tu te retrouves avec ton cash qui ne te rapporte rien parce que tu dois verser à tes investisseurs SCPI, tu dois leur verser un rendement. Mm. Mais si tu as trop de cash, ton cash te dilue complètement ta performance. Donc, c'était vraiment une phase de marché assez folle avec abondance de collecte. Je pense que les CPI étaient pas si connus que ça au début des années 2010. Et puis, c'est devenu un produit d'investissement qui rapportait entre 4, 5, voire 6 ou 7 selon certaines SCPI. Donc, il a commencé à être populaire et beaucoup de gens ont investi. Et comme tu le disais, les CPI n'ont pas d'effet de levier elles-mêmes ou très peu. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'endetter marginalement pour payer les travaux, mais ce ne sera pas un endettement structurel long terme. Par contre, toi, en tant que porteur de part, tu peux aller voir ta banque et dire je veux m'endetter pour acheter des CPI. Ça marche. Mais il n'y a pas de double effet de levier parce que voilà, si tu t'endettes pour acheter un produit endetté, je pense qu'il y a un truc Ça commence à ouais, être ça commence à faire beaucoup, quoi. En vrai, en termes de risque systémique pour une banque, ça doit pas être terrible, quoi. Donc c'est peu endetté, ce qui fait que c'est comme si tu achetais des biens en cash. Tu achètes du locatif en cash. Voilà, ça revient à ça, hein. Mais sauf que tu en achètes une petite partie. Donc t'as jamais la banque qui va passer avant toi si tu dois vendre les actifs. Donc, tu n'as pas de priorité. Et c'est pour ça que la performance aussi est relativement modeste, dans le sens où tu n'as pas cet effet de levier tu t'endettes à 1%, tu achètes un produit à 5% et tu te mets un effet de levier de malade pour essayer de bénéficier de ça. Et donc, c'est des fonds qui sont non cotés, que tu parlais des REITs tout à l'heure. Donc, les REITs, en français, c'est les SIC. Donc, REITs, Real Estate Investment Trust. En français, SIC pour Société d'investissement en immobilier coté. Et les SIC, elles, sont cotées, donc tu peux les acheter sur un marché réglementé. Et elles peuvent faire de l'effet de levier. Mais donc, tu ne peux pas t'endetter pour acheter des parts d'Unibail, par exemple. Donc, leur performance est un petit peu meilleure. Et donc, elles peuvent faire de l'effet de levier. Mais tu vois, elles font de l'effet de levier comme on n'a pas forcément l'habitude de le voir quand on fait des opérations perso. Parce que toi, ta banque, elle va te demander de rembourser le crédit. Tu vas l'amortir. Hein, tu as un emprunt qui est amortissable, alors que quand tu es en REITs, tu as un emprunt in fine, généralement. Donc, tu gères tes lignes de crédit de façon à payer que des intérêts. Ouais. Voilà, tu fais rouler ta dette. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce que quand tu expliques, ce que j'ai pas dit, c'est que depuis une dizaine d'années, je donne des cours aussi d'immobilier en finance immobilière. Mais donc, ça, c'est un passage que j'adore parce que très peu de gens ont fait un tableau d'amortissement. Après, j'ai un public d'étudiants, donc généralement, un tableau d'amortissement, tu le fais quand tu vas te poser des questions d'investissement, mais même des gens qui ont investi ne vont pas faire un tableau d'amortissement pour comprendre que dans un amortissement, tu rembourses un peu de dette, un peu de capital, et que ça te permet de conclure plein de choses, quoi. Et en fait, les REITs, elles ont une dette qui est fixe, on va dire, sur laquelle elles vont payer des intérêts, ce qui leur permet de distribuer beaucoup plus, parce qu'elles n'ont pas à amortir la dette. Donc, elles ne capitalisent pas, mais l'effet de levier, c'est une sorte de partenaire financier. Et tu as tes lignes de crédit que tu vas rouler avec une autre banque, tes investisseurs, changer ton mode de financement. Et c'est vrai que quand on explique ça, on se dit, nous aussi, à titre perso, on aimerait bien pouvoir emprunter à in fine ou un amortissement partiel parce que en termes de cash flow, c'est vachement plus fort. Surtout quand il y avait 1% d'intérêt.
Ouais. Voilà. Sauf qu'en France, c'est pas possible. Mm. C'est pas possible. Ou tu es déjà très riche et en fait, tu as déjà l'argent que tu pourrais emprunter, donc tu vas faire ça pour des raisons fiscales. Ou alors, tu habites en Suisse. Ouais, Et en en Suisse, c'est Suisse, connu, les en gens, ils fait, font ça. Ouais. voilà. Ouais. En Suisse, moi, en discutant avec des investisseurs, ils m'ont expliqué que non, ils avaient acheté leur maison avec un amortissement partiel. Donc, ils ont remboursé la moitié de la dette. Mm. Et après, la banque, elle est là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu Ouais, vendes c'est ça. d'actifs. Et en fait, ça te permet de triturer tes tableaux d'amortissement, tes cash flows et te dire, voilà, en fait, je paye un intérêt. Donc, la banque est toujours un peu propriétaire de ma maison. Mais si je fais du locatif, le fait d'amortir qu'une partie de la dette, en fait, en termes de cash flow, c'est juste monstrueux, quoi. Ça te donne un effet de levier supplémentaire. C'est comme être en différé tout le temps. Nous, on cherche tout le temps le C'est différé. ça. Enfin, surtout avant, on Voilà. cherchait. Bah là, c'est comme si c'était C'est tout le ça. temps en différé, quoi. Donc, C'est ça. Alors, en contrepartie, c'est qu'en France, on a un marché de la dette à taux fixe. ouais. Donc, ça, c'est aussi extrêmement protecteur parce que tous ceux qui ont emprunté avec des taux râlez pas crête, restent râlez pas crête pendant des années. Donc, ils ont peut-être une valeur d'actif qui peut être un peu challengée, mais ils ont un coût du crédit qui est extrêmement faible. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je continue avec mon crédit pas cher ou est-ce que je solde l'actif, mais je vais peut-être faire une moins-value, mais si je le garde, j'aurais pas payé beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est vraiment c'est là où on est allé loin dans la financiarisation de l'immobilier. C'est qu'on commence à se poser ce genre de questions, quoi. Et pour revenir un peu au SCPI, du coup, c'est un produit d'investissement qui peut pas avoir une performance démoniaque parce qu'il y a trop de volume d'investissement. Et quand tu représentes le marché de l'investissement en France, c'est entre 20 et 30 milliards par an sur l'immobilier commercial. Quand tu pèses un tiers de ça, tu peux pas faire comme on dit, du value add ou de l'opportuniste. Il y a pas assez d'opportunités, ça marche pas. Donc c'est plutôt un produit, on va dire plan de quelqu'un qui veut faire de l'investissement sur une forme de diversification de portefeuille pour gérer son complément de revenu avec un risque somme toute assez faible, même si, comme dans tout investissement, il existe parce qu'il y a des actifs derrière. Donc, c'est l'actif derrière. Voilà. Et en fait, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est intéressant, c'est notamment sur Unibail, où tu te dis, j'ai beau avoir des actifs derrière, le cours de bourse peut dévisser de façon intempestive. Où tu vas te dire, comment c'est possible que ça vale aussi peu, alors qu'il y a quand même des actifs, des centres commerciaux derrière. Et là, il faut faire attention entre la valeur d'entreprise et la valeur de l'immobilier qu'elle porte. C'est-à-dire que tu peux acheter une société qui porte des actifs immobiliers et tu vas acheter la société moins chère que les actifs qu'elle porte. C'est un peu contre-intuitif. En fait, c'est un phénomène des codes qui est très connu. L'inverse, c'est la prime, c'est-à-dire que tu peux payer trop cher une société par rapport aux actifs qu'elle porte. Ça a été longtemps le cas d'Unibail. Unibail, pourquoi on en parle? Parce que c'était les premiers de la classe. Unibail, donc c'est Guillaume Poitrinal qui a fait d'Unibail ce qui est devenu Unibail Rodamco, qui était un ancien banquier d'affaires, il bossait chez Morgan Stanley. Et donc, je pense qu'il a appliqué les codes de la banque d'affaires sur l'immobilier, puisque ça reste un monde très financier. Et il a fait d'Unibail vraiment la foncière, la première foncière cotée au CAC 40. Donc en termes de taille, c'était significatif. Qui détient des centres commerciaux comme les 4 Temps à Paris, les Halles à Paris, Aéroville en région parisienne, qui a racheté Westfield et c'est ça qui leur a posé des problèmes. Parce qu'à un moment, le rachat de Westfield, c'était un gros détenteur de centres commerciaux dans le monde, plutôt en Australie, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Et en fait, les actionnaires se sont dit, mince, c'était pas une super acquisition. Ils ont peut-être payé un peu cher les mètres carrés. Et la fronde a été menée par Xavier Niel, Léon Bresler, qui était le patron d'Unibail à l'époque, et qui se sont dit, non, en fait, on n'est pas d'accord avec votre plan. Et votre plan de restructuration, qui visait à faire une levée de fonds pour éventuellement diluer un peu tout le monde, on n'en veut pas. Du coup, on va faire un vote en AG et on va vous sortir. Et ils ont sorti le management. Il y a la crise Covid qui est passée par là, qui a fait très très mal aux centres commerciaux, mais je me souviens bien, il y a deux fois le cours de bourse de Unibail a fait plus 30%. La première fois, c'est quand on a annoncé le vaccin contre le Covid. Là, toutes les foncières ont repris, mais 30% en un jour, en se disant finalement, l'immobilier physique n'est pas foutu. Et deuxième fois, sur Unibail, c'est quand ils ont annoncé le changement de management où il y avait une sorte de victoire des actionnaires et le cours de bourse. C'est pas si courant dans le monde de la finance et tout. Non, c'est hyper rare. Hyper rare. Mais c'est hyper rare parce que ça n'a pas lieu d'arriver non plus tous les 15 jours, de virer le management d'une boîte. Quand tout se passe bien et quand tu payes ton dividende tous les ans, généralement, les actionnaires sont contents. Donc, ça marche, quoi. Et donc l'immobilier coté, c'est un peu différent dans le sens où c'est plus accessible. C'est-à-dire que si tu veux acheter des parts d'Unibail, c'est très simple. Tu vas sur ton compte, sur ton portail boursier, en 2 clics, t'achètes, tu as un prix qui t'est donné, tu peux essayer d'acheter un peu moins, tu peux essayer
essayer d'acheter un peu plus. Acheter des SCPI, c'était un peu plus compliqué à l'époque parce que c'est du papier. Donc, il faut rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller financier qui va te dire, voilà, signer tout un tas de papiers pour que je puisse faire un bilan patrimonial, vous conseiller les SCPI que je vends, et tu fais un chèque. À l'époque, c'était un chèque. Tu remplis des papiers, tu envoies un chèque à la société de gestion qui va l'encaisser et après qui matérialise tes titres. Et si tu veux sais pas sortir, combien tu vas payer en plus. C'est ça. tu vas, Pas exactement, en ouais, tout cas, à la part. Tu sais ça plus ou dépend. moins. Si c'est une société qui est en collecte, elle émet des nouvelles parts, tu connais le Mm. prix. Si c'est un marché secondaire, donc une société qui est fermée, et tu dois trouver quelqu'un qui sort, bah oui, il y a un prix de marché. Et c'est ça, c'est cette liquidité qui est intéressante ou inintéressante sur les SCPI, c'est que autant la société foncière cotée, tu veux acheter, c'est simple, tu veux sortir, c'est simple. Tu as un prix qui est indiqué, qui est le cours de bourse. Si tu veux sortir, tu connais le prix. Ça correspond peut-être pas à ton prix d'entrée, c'est peut-être au-dessus, c'est peut-être en dessous, mais tu le sais et c'est voilà, dans la seconde, ton ordre il est passé. En SCPI, comme c'est un marché pas coté, c'est privé, donc tu as des échanges qui sont faits au plus toutes les semaines. C'est-à-dire que la société de gestion, toute la semaine, elle va recevoir des mandats d'achat, des mandats de vente. Une fois par semaine, elle met tout ça ensemble. Elle se dit, bon, bah, le prix auquel je peux échanger le plus grand nombre de parts, c'est celui-ci. Donc, toi, si tu voulais acheter plus cher, bah, tu vas acheter moins cher. Et si tu voulais vendre plus cher, tu ne vends pas. Donc, voilà, il y a un marché secondaire qui s'anime, mais qui est très peu dynamique parce que tu vois, il y a 2-3% d'échange de parts sur les SCPI par an. C'est les stats officielles que tu trouves sur Ouais, le c'est site comme de tu la disais, SCPI. du coup, vu que si les gens ils sont là 30 ans, bah, 3%, on y est. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que les gens restent très, très longtemps généralement. Donc, c'est ça, c'est un investissement sur lequel tu te fais violemment tondre d'entrée parce que tu te prends 10% de frais de gestion sur ta collecte. Donc, ça veut dire que tu mets 100. La société de gestion, le commercialisateur va prendre 10, donc il reste 90. Sur ces 90, il va falloir encore payer des frais de notaire parce que la société, quand elle achète des actifs, voilà. Et c'est seulement 6 mois plus tard que tes parts vont commencer à payer parce qu'il aura fallu du temps pour déployer les fonds. Mais en réalité, comme tu es là pour 30 ans, tu es 10% à l'entrée. Bon, si tu les étales sur 30 ans, ça devient raisonnable. Et en fait, ça rémunère tout un réseau de collecte. Les SCPI, ça collecte auprès de petits particuliers, petits investisseurs qui mettent 10, 15, 20, 30, 40 000, le portefeuille moins, ça doit être 40 000. Donc, en fait, tu as un effort de collecte qui est assez fort parce qu'il faut, se faire référencer dans un réseau et donc communiquer régulièrement auprès de ce réseau le pourquoi du comment il faut vendre cette SCPI. Donc, c'est cher, tout simplement. C'est cher. Mais ça rémunère bien les commercialisateurs, pour le dire autrement. Et ce qui fait que ça coûte nécessairement cher. CGP. Ouais. Et après, tu as 10% de frais d'entrée, 5% pour le commercialisateur, 5% pour la société de gestion. Ce qui fait que tu as des années où tu as 8 milliards de collecte, tu as 800 millions de frais qui vont rémunérer les réseaux de distribution. Donc, quand tu le raisonnes comme ça fait beaucoup d'argent. Et après, tu peux te dire, il y a vulgairement la moitié qui va à la société de gestion, donc 400 millions. Tu prends le nombre d'employés dans les sociétés de gestion, tu divises 400 millions par ça, et tu vois juste la collecte que ça peut rapporter. Donc, c'est trivial, hein, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qui rémunère un travail, je ne dis pas que c'est volé, mais peut-être que c'est très bien payé. Et après, la SCPI, comme elle gère pour le compte de tiers, elle va prendre une partie des loyers générés, donc généralement une dizaine de pourcents. Donc, tous les loyers générés, c'est 10% de la valeur qui va rémunérer la société de gestion et qui paye le running, le fonctionnement de la société, parce qu'il faut payer des asset managers, des commercialisateurs, des acquéreurs, des vendeurs. Voilà. Donc, faire la vie de la SCPI. Et tu n'as pas de frais quand tu sors. C'est celui qui achète qui va payer la commission, généralement. Alors après, tu as des modèles un peu alternatifs de SCPI qui vont dire non, moi, je ne prends pas de frais d'entrée, mais qui vont prendre 18% de frais de gestion. En fait, tu vois ça en termes de vase communicant, finalement. Bien sûr. À un moment, il y a une somme qui est attribuée à la collecte et dès l'instant qu'une société de gestion travaille, elle va facturer. Dès qu'une société travaille, c'est comme si tu te changes de l'argent à l'aéroport sans commission. Voilà, il y a un moment là-bas, il est bien quelque part, tu vois. Il y a écrit no commission, mais. En fait, moi, j'ai eu un investisseur sur Upstone très tôt qui m'a dit je veux savoir combien tu gagnes, combien tu factures, en fait, dans ton business. Alors, on échange autour de ça, on pourra en parler. Et il me dit, en fait, j'ai besoin de savoir si ton business, il marche. J'ai besoin de savoir combien tu gagnes parce que si tu gagnes pas d'argent, ton business, il marche pas. Donc, je vais pas mettre de l'argent chez toi. Et tu vois, c'est hyper logique de se dire, à un moment, il faut comprendre la chaîne de valeur. Si les gens bossent, gagnent pas d'argent, à un moment, ils vont pas bosser. S'ils gagnent pas suffisamment d'argent, ils vont pas bosser. S'ils en gagnent trop, c'est un autre problème. Là, tu peux râler. C'est toi qui Mais en gros,
voilà, la société de gestion, elle travaille pour collecter. Donc, il faut constituer un fonds, il faut faire du marketing, il faut trouver un autre de commercialisation, il faut payer. Elle s'occupe des actifs, donc c'est normal qu'elle soit payée pour ça. Et quand il faut faire des acquisitions et des cessions, parce qu'on fait tourner le portefeuille, au bout d'un moment, il y a des actifs, on les exploite pendant 7-8 ans. On se dit, bon, bah voilà, on est arrivé au bout, on va passer le bébé à quelqu'un d'autre parce que le véhicule est beaucoup plus gros maintenant, il cherche des plus gros actifs, c'est une petite ligne à l'époque, donc on va le vendre à une plus petite SCPI ou à un autre fonds. Et peut-être, parfois, c'est même des queues de SCPI, c'est des actifs qui sont vides, qui donnent des super affaires pour les marchands de biens. Qui disent, bah, en fait, le truc, il y a beaucoup de travaux à faire, c'est vide, donc la SCPI veut s'en débarrasser et je vais faire une bonne affaire. Bon, c'est marginal, hein, mais ça arrive quand même. Et donc, quand il y a des sessions, bah, c'est pareil, c'est du travail. Donc, voilà, il ne faut pas s'offusquer, il faut juste comprendre où sont les frais. Après, placer le curseur en se disant, on considère que c'est bien, que c'est pas bien. Cette histoire de je prends pas de frais à l'entrée, mais je prends plus de frais de gestion, voilà, il y a des courbes qui se croisent au bout d'un moment. Si tu restes très longtemps, tu paieras plus cher que si tu restes moins longtemps. Mais voilà, rien n'est gratuit dans la vie. Voilà. C'est comme tu dis sur les taux de change. C'est comme tu dis sur le taux de change. Le type qui te dit je t'ai changé l'argent gratos, dit, bah, pourquoi tu fais ce business si ça te rapporte rien, ça marche pas. Yes. Voilà. Ok, bah écoute, et donc voilà. Et juste pour conclure, je fais souvent des analyses de TRI. Enfin, pour conclure sur les CPI, je fais souvent des analyses de TRI en classe interne avec mes élèves en disant bon bah voilà, taux de rendement interne, en disant c'est quoi ton investissement en SCPI, combien il te rapporte? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la fiscalité elle est quand même assez violente sur la SCPI, dans le sens où tu as les revenus, des revenus capitaux, c'est des revenus fonciers, qui sont assujettis aux prélèvements sociaux. Donc tu te prends 17,2 plus ta tranche marginale d'imposition. Donc, si tu gagnes correctement ta vie, en fait, tu as vite 50% de fiscalité sur tes 5% de rendement, ce qui les transforme en 2,5. Du coup, c'est pas fou, quoi. Là, tu es en dessous du livret A. Bon, après, normalement, il y a plus d'argent que sur le livret A. Mais... C'est ça. Bon, après, si tu as le problème d'avoir un livret à plein, il faut faire autre chose, quoi. Donc, on fait un petit calcul en disant, bon, je mets 100. Comme j'ai mes frais d'entrée, ma part, elle vaut mathématiquement 10% de moins. Je me dis que je me revalorise mes parts de 1% par an. Et au bout de 10 ans, j'ai à peu près retrouvé mon niveau d'investissement. J'ai touché mes cash flows en attendant. Je dégomme la fiscalité. Et à la fin, tu as un TRI qui est de 3,5. Tu dis, mais en fait, bon, c'est après fiscalité, donc forcément, c'est dégradé. Et tu peux l'améliorer avec l'effet de levier en disant, j'emprunte. Et ça marchait à l'époque où tu pouvais emprunter à 1, 2 ou 3. Ça marche beaucoup moins bien maintenant. Parce que là, si tu empruntes à 5 ou à 4, bah ouais, pour toucher 2. Ou même pour toucher 4, ça ne marche pas. Ouais. Et donc, tu as un effet de levier, enfin, tu as un effet de levier qui te permet d'augmenter ton TRI à 6. Le souci, c'est que ça te demande un effort d'épargne. C'est ça, selon l'effet de levier. Et les durées étaient souvent de 15 ans max de ce que j'entendais, en tout cas. Donc, effectivement. Et comme tu dois amortir l'emprunt, et bah, tu as un effet de levier. Tu as un cash flow négatif, pour le dire autrement. Voilà. Parce qu'on n'est pas une foncière, on doit amortir. Tu as un cash flow négatif. Bah ouais, tu dois rembourser ta dette. Hein. C'est triste, mais l'argent emprunté doit être remboursé. Il n'y a que les locataires garantis Visal qui ne remboursent pas. C'est ça. Donc, tu as un effet non-cash, tu as un effet de levier non-cash. C'est-à-dire que quand tu mets 50 au pot tous les mois sur ta SCPI, bah, finalement, tu vas rembourser 65-70 de capital. Mais ça te demande quand même un effort tous les mois. Et si tu cherches un produit qui va te générer du rendement, c'est peut-être pas pour mettre au pot tous les mois. Donc, ce qui fait que ce qui est vendu, c'est une stratégie de préparation de la retraite. C'est-à-dire, tant que tu es actif, bah, tu te charges en SCPI, tu rembourses, tu mets au pot. Et le jour où tu passes à la retraite, bah, tu as moins de salaire, parce que ta retraite, généralement, est une partie de ton dernier salaire. Et comme tu as fini de rembourser tes SCPI, et bah, tu n'as plus d'emprunt et tu as moins de fiscalité. Donc, ça te permet de vivre mieux. Yes. C'est la théorie, sauf que tu vends ça à des gens qui ont 40 ans, donc des gens qui ont mon âge, et que quand tu parles de la retraite à des gens qui ont 40 ans, bah, ça marche pas, quoi. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à préparer à se dire dans 20 ans, je suis à la retraite. Non, dans 20 ans, je serai dans la force de l'âge. Moi, je ferai encore des triathlons, j'aurai monté 14 boîtes. Hein, ça. Donc voilà, c'est psychologiquement, enfin, marketingment parlant, c'est plus dur à faire passer, quoi. Donc voilà pour les CPI, je dirais que c'est un bon outil de diversification de fonds de portefeuille, mais il faut pas. Enfin, on fait ça parce que on veut faire une sorte de locatif des passionnés, sans gestion.
qui rapportent correctement, mais sur lequel on ne va pas faire de miracle sur le rendement. Et en plus, on a eu un cycle avec, comme on le dit tout à l'heure, il fallait acheter. On collectait énormément, il faut acheter, ce qui a inflaté complètement les prix des immobiliers commerciaux. Le Covid est arrivé, qui a un peu changé la donne sur le terme du travail, du télétravail. Donc, on a des valorisations d'actifs, notamment de bureaux, qui est un peu challengé en ce moment, avec des taux d'occupation qui augmentent, des locataires qui s'en vont, et du coup, des valeurs de parts qui commencent à s'effriter. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on voit les actifs se gonfler, donc les valeurs de parts augmenter. Et là, depuis cet été, il y a des revalorisations de parts qui sont assez significatives, parce on est à moins 15, moins 17, moins 20% sur le prix des parts, parce que l'AMF a appelé toutes les sociétés de gestion cet été en disant on va regarder de très près vos valos, et on ne veut pas qu'il y ait d'écart significatif entre la valeur des actifs et la valeur des parts. Parce qu'en fait, ça se traduit en une prime tu payes trop cher ton actif. Donc, ça pénalise les entrants. Et donc, les sociétés ont dû revaloriser leurs parts pour se rapprocher du marché, qui avait plutôt une tendance baissière assez forte, quoi. Donc forcément, quand tu as ton conseiller qui te dit le lundi, achète des parts de SCPI, que tu les achètes le mardi et le mercredi, on t'annonce que ça vaut moins 17%. Et que tu as payé 10% de frais. Et que tu as payé des impôts. Tu as payé 10% de frais, donc là, c'est vraiment violent. Mais voilà, c'est des cycles longs. Comme on dit, quand tu es là pour 30 ans, si tu achètes pas au meilleur moment, c'est pas grave. Mais peut-être qu'il fallait acheter petit à petit, faire une stratégie d'investissement étalé dans le temps pour justement limiter ce genre de risque. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça sur l'immobilier. On se dit pas, mince, ça peut perdre 17% d'un coup comme ça sans prévenir. C'est pas intuitif pour l'immobilier, quoi. Yes. Ok. Bon, on peut enchaîner sur Upstone, c'est pour ça que tu es là. Voilà. Hein. Upstone. Donc, je travaillais dans les CPI jusqu'en 2015 où la vague du crowdfunding arrive. Tu peux expliquer pour ma mère écoute le podcast crowdfunding, donc pour les gens qui sont un peu, qui sont pas. Alors le crowdfunding, c'est le financement participatif, financement par la foule. En fait, quand on y réfléchit, les CPI, elles sont crowdfundées. Hein, c'est plein de petits épargnants qui se réunissent pour investir dans un véhicule qui est géré par des tiers pour faire de l'investissement locatif. Le crowdfunding, ça va être, on va dire, un système similaire, c'est-à-dire que d'un côté de la plateforme, on va avoir des projets. Et à l'époque, ça commence par des projets de start-up, des projets d'entrepreneuriat. Et de l'autre côté de la plateforme, on a des investisseurs qui vont soutenir ces projets. Et le crowdfunding, c'est quoi? C'est simplement, on va dire, la digitalisation de l'offre et de la demande. On va pouvoir présenter des produits sur une plateforme, générer une communauté d'investisseurs autour d'une thématique qui va être la start-up, qui va être l'immobilier, pour leur proposer des projets dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est ce qui existait déjà avec le marché boursier, avec les CPI, les fonds privés, mais on le démocratise et on le digitalise, donc on le rend plus accessible. Hein. Avant, tu voulais investir dans une société, tu voulais faire du private equity, généralement, il fallait 100 000, 200 000, 300 000 euros pour exister autour de table ou être business angel, mais à partir de quelques dizaines de milliers d'euros. Là, on te dit, le ticket d'entrée, c'est 100 euros. Voilà. Donc, tu peux investir. Bon, ça a commencé à 1000, 2000, 5000, mais on l'a fait baisser avec le temps. Tu peux être petit investisseur et faire des petits investissements. Il n'y a pas de raison. Donc, le crowdfunding, c'est ça. C'est des plateformes digitalisées d'investissement. Après, il y a les thématiques qui sont sorties. C'est-à-dire que c'était orienté start-up à la base. Parce que ça correspondait bien aux années 2010 de la Startup Nation, de l'entrepreneuriat, où il y avait vraiment cette mouvance très importante il faut créer la start-up, il faut lever des fonds. Et quand on lève des fonds, quand on est une start-up, on peut faire ça en crowdfunding. Donc, il y a plein de sociétés qui sont montées. Et je dirais que le problème de la start-up, quand on veut faire du crowdfunding en start-up, c'est que c'est des business très spécifiques et tu mets un temps fou à le comprendre. Toi, en tant qu'investisseur, tu te dis, elle fait quoi cette boîte? Comment elle fonctionne? Donc, tu vas essayer de comprendre le business plan, quelle est sa clientèle, où est-ce qu'elle va faire du chiffre d'affaires, comment elle va être rentable. Tu t'intéresses à la valo, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar de valorisation? Et la valo, c'est vrai que c'est un sujet dont on peut discuter pendant des milliards d'années, mais c'est une construction sociale à la fin. Et donc, chaque cas était très différent. Et on a commencé à mettre le nez dans l'immobilier pour financer des projets de promotion, des projets de marchand de biens. Donc, les projets de marchand de biens, j'imagine que tes auditeurs connaissent assez bien. Hein. On achète un truc le moins cher possible parce que c'est une bonne affaire et on essaie de le revendre le plus cher possible. Le plus cher possible. En tout cas, avec un temps. On essaie de le revendre dans un marché. Voilà.
Alors, Plus cher qu'on a acheté, on en tout achète cas. un truc le moins cher possible, on essaie de créer de la valeur avec éventuellement des rénovations, des divisions et de le revendre ou à la découpe avec un différentiel qu'on appelle la marge. Et ça, ça marche aussi. En fait, la promotion immobilière, c'est la même chose. Sauf que on parle généralement Tu pars de zéro. on parle de neuf. Voilà, tu pars de zéro, tu as un terrain, tu as déposé un permis. Ce permis te permet de faire 20 logements. Et donc, ta valeur ajoutée, elle est là. Tu achètes le terrain, tu construis et tu vends à la découpe. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est un peu plus normé, on va dire, puisque tu peux commercialiser en VFA. Et donc, ce qui est plus compliqué en marchand de biens. Mais globalement, c'est des acteurs de la rénovation et de la construction qui ont besoin de capitaux pour financer leurs opérations. Et court terme, plutôt court avant terme. Le crowdfunding, ouais, plutôt court terme, parce qu'une opération d'achat-revente d'un marchand de biens, c'est au mieux c'est un jour. On a eu des exemples d'achat-revente sur la journée. Ça, c'est des pépites, mais voilà, c'est un pouillème de notre activité, mais on aimerait bien en avoir tous les jours. Et c'est 1 an et demi, 2 ans. Et après, tu as des projets forcément sur lesquels tu as des difficultés qui peuvent traîner un peu. Donc, c'est plutôt court. C'est pas de la détention, hein, c'est de l'achat-revente. Donc, c'est vraiment un business de marge. Et la promotion, c'est pareil. On intervient généralement quand le permis est obtenu, quand tu as un peu de commercialisation, et ça dure 1 an et demi, 2 ans, le temps de construire et de solder tous les lots. Donc, nous, on propose de faire des investissements là-dessus. Et donc, c'est des business qui sont assez leveragés. Donc, tu as un effet de levier. L'opérateur lui-même va obtenir 80% de dette. Cette fameuse dette in fine que tu rembourses à la fin, avec les intérêts. Et donc, il va devoir trouver 20% d'apport. Et ces 20% d'apport, où il les met, mais il va être limité en nombre d'opérations parce que peut-être faire 1, 2, 3 opérations, où il se dit, je partage mon tour de table avec des investisseurs. Ces opérateurs, avant qu'on arrive en tant que plateforme, ils trouvaient du financement. Hein. Ils allaient voir les quelques copains qui ont réussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que c'est arrivé il y a une dizaine d'années. Non, les marchands, ils ont toujours existé, ils ont toujours fait des tours de table. Où tu connais des gens qui ont un peu d'argent et tu les fais venir pour les faire croquer un peu, ou tu passes par des intermédiaires qui vont te trouver de l'argent que tu vas payer, ou avant un peu, début 2000, entre 2005 et 2015, il y a des fonds d'investissement qui sont créés pour investir, mais sur des plutôt grosses opérations. Et nous, on arrive avec nos plateformes en disant, on va faire la même chose, sauf que le ticket d'entrée, ça va pas être 100 000 euros, ça va être 100 euros ou 1 000 euros selon les plateformes. Donc, on a un porteur de projet qui, basiquement, va nous dire, moi, j'ai cet immeuble à acheter. Il vaut 1,2 million. Je pense qu'une fois que je l'ai retapé et que je l'ai repositionné, je fais 2 millions. Donc, j'ai besoin ou vous me le financez complètement. Mais moi, il faut que j'aille vite parce que vous allez me coûter 10-12% par an. C'est la rémunération des investisseurs. 10-12% par an, donc il faut vraiment que mon plan il aille vite, ou je fais un effet de levier bancaire, et sur le 1,2 million nécessaire, je vais avoir besoin de 100 ou 200 000 euros seulement, parce que je vais mettre mes fonds, vous allez la banque, elle met 1 million, 800 000 et tout ça. Voilà. Ça, en fait, la banque, je pense, c'est juste qu'il faut peut-être rappeler pour les gens qui sont pas là-dedans, la banque veut pas prendre tous les risques quand il y a des marchands. Et donc souvent, si toi tu veux te lancer tout seul sur un petit projet, souvent les gens ils en parlent, il faut que tu mettes 30%, enfin entre 20 et 40, souvent ce qu'on dit. Et là, en fait, ça te permet de lever des fonds sur la part que la banque veut pas prendre comme risque, en fait. C'est ça. Et c'était ça qui était très dur à trouver pour les débutants. Après, quand tu deviens plus gros, tu le concept simple de la banque, c'est de se dire, je suis pas là pour prendre des risques, parce que souvent on dit, ouais, les banques elles prennent pas de risques. Non, mais elles sont pas là pour ça. Elles sont pas là pour ça. C'est de se dire, l'actif, il vaut combien au jour où on l'achète? Il vaut 100. Moi, je prête 60, 80 max, parce que je veux que l'opérateur mette de l'argent qu'il peut perdre. Hein. Imagine, toi, tes banques, tu finances un actif qui vaut 100, tu prêtes 60, tu dis, si jamais le type me plante, je peux le vendre 60, l'actif, et je n'ai pas perdu d'argent. Donc, c'est un effet de collatéral. Donc, comme tu le dis, où tu es marchand de biens un peu junior, et le robinet de la banque, il est clairement fermé. Parce que c'est comme rentrer en boîte. Si tu n'es pas rentré en boîte, en fait, tu ne rentres pas en boîte. Et la banque, si tu n'as jamais eu de crédit, tu n'auras pas de crédit. Voilà, c'est trivial. Donc, il faut faire tes premières opérations. Donc, il faut trouver ton tour de table. Et puis, il y a des opérations qui sont trop petites pour adresser les banques. Les banques, elles aiment, en fait, la rémunération, c'est la même qu'elles prêtent 100 000 euros. Enfin, le travail, pardon, est le même que tu prêtes 100 000 euros ou 1 million d'euros. Voilà. Et le passage en comité, mais elles vont gagner plus d'argent en proportion sur un deal à 1 million. Donc,
voilà, tu as des banques qui prêtent jusqu'à 2 millions, entre 2 et 5, au-delà de 5, tu as des banques qui sont un peu catégorisées. Mais globalement, quand tu es marchand de biens et si tu as un deal à 200 000 euros, ça va être la croix et la bannière. Alors tu vas peut-être dire, bon, je fais du patrimoine, donc tu vas pas tout lui dire. Tu vas dire, ça arrive, hein, c'est même plutôt fréquent. Et la banque est pas perdante dans ce cas-là, puisque tu as des pénalités de remboursement anticipé. Mais tu dis, bon, c'est du patrimoine, tu fais ton opération, tu la revends beaucoup plus tôt que prévu. La banque va te dire, bah oui, mais ça devait durer 25 ans, ça a duré 2 ans. Bah, c'est pas grave, je paye mes pénalités de retard et j'ai fait ma première opération, etc. Mais bien souvent, voilà, tu as une opération à 200 000, 300 000 euros, la banque, ça va être très dur de la trouver. Donc là, modulo la marge que tu peux attendre et donc le business plan, on peut te la financer intégralement. On peut se substituer à la banque, du coup, tu mets tes fonds propres, on finance le reste. Et ça doit avoir une bonne marge parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, nous, l'argent, il coûte 12% par an. 10 à 12% par an pour les investisseurs. Okay. Et ça va vite, hein, ça va vite fait de ronger la marge. Donc nous, quand on regarde un dossier, on regarde la marge, on regarde si le chiffre d'affaires il est cohérent avec la marge, parce que on peut faire des marges de 40%, hein, si tu vends 20% en dessous du marché, effectivement, tu fais des super marges, mais sauf que tu vas jamais le vendre, ton truc. Et donc, on essaie de comprendre si le chiffre d'affaires il est cohérent. S'il est cohérent, il faut que le prix soit bien acheté. Si c'est bien acheté, on va mettre les honoraires. Donc, voilà, si tu as des travaux à faire, si tu as un architecte à payer, si tu as les frais financiers qu'on va intégrer, notre commission, et s'il reste suffisamment de marge, le projet est validé. Donc, on peut le financer intégralement. Mais, comme on l'a dit, si c'est pour faire 5% de marge à la fin, c'est trop juste. Ça ne marche pas. Donc, voilà, on a commencé à financer des promoteurs, des marchands de biens. Et en fait, là, c'était entre 2015 et 2021, on va dire. On était dans une époque de taux râlez pas crête, taux bancaire à 0%. Et donc, les produits d'épargne rapportaient 0%. Et ce qui fait que naturellement, on a eu. Tout le monde était super content dans un cycle haussier dont on voyait jamais la fin, d'investir à 10-12% parce que ça tournait. Donc, on avait des levées de capitaux qui se faisaient très vite, des remboursements qui prêtaient des réinvestissements. Donc, ça marchait très fort. Et puis, donc, on a eu des volumes et beaucoup d'investisseurs qui s'inscrivaient et beaucoup d'opérations. Et beaucoup de marchands de biens qui sont déployés sur le marché. Alors, il y a les vieux grigous des marchands de biens qui existaient depuis longtemps, hein, qui faisaient ça depuis des dizaines d'années. Et puis, on va dire les wannabes et les nouveaux marchands de biens qui se lançaient un petit peu sur leurs premières opérations, où là, c'est vrai que nous, c'est pareil, on veut quand même s'assurer de la qualité du projet. Donc, quand on a des opérateurs qui viennent nous voir, qui ne sont pas vraiment opérateurs, mais qui n'ont pas vraiment d'argent, qui ont peut-être une opportunité qui est pas trop mal, sur lequel ils n'ont pas d'argent à mettre. Bon, on est quand même, voilà, on propose pas. Plus que vigilant. Non, donc on est. Bien sûr. Oui, mais t'en as qui tentent. Hein. T'as des gens qui viennent avec un projet. Voilà, faut que vous me financiez l'achat du terrain et les études pour obtenir le permis de construire. Comme ça, après, je le revends à un promoteur. Ok, mais vous avez le terrain? Non, pas identifié, mais j'ai besoin de 150 000 euros là. Ok, et en fait, vous êtes sûr d'avoir le permis? Parce que le permis, c'est quand même la clé de voûte de ton projet, quoi. de promotion. Donc, c'est là où tu as le maximum de risque. C'est-à-dire que c'est là que tu vas définir ta constructibilité et donc la valeur du terrain. En fait, ça marche pas, votre truc, quoi. Donc voilà, on a eu des dossiers comme ça de types qui veulent monter des hôtels alors qu'ils habitent pas là où ils veulent faire un hôtel et qui sont même pas hôteliers et qui savent même pas faire un business plan. Donc voilà, après ça on les trie assez rapidement. Hein. Et puis voilà, t'as ceux qui font des petites opérations, qui tentent un truc qui est pas prêt, donc ça marche pas. Et puis après voilà, il y a des opérations qui se passent bien aussi. Hein. Tu peux donner un peu des métriques, genre de combien donc là, tu fais depuis 2015, hein, t'as dit, donc ça fait 8 ans. Peut-être combien vous avez financé de projets, combien vous en retenez peut-être sur ce qu'on vous propose, combien il y a peut-être de retard, de problèmes, enfin voilà un peu les. Alors, on se pose, quoi. Upstone existe depuis 2015. On a commencé à lever des fonds fin 2016 parce qu'il fallait avoir un agrément de l'autorité des marchés financiers qui a pris un petit peu de temps à obtenir. C'est normal. On s'est rapproché d'une autre plateforme qui s'appelle Imocracy cet été et Upstone seul, ça doit être 90 millions de financement depuis 2016. Si on ajoute Imocracy, on doit être à 130. Sur le tout, on a remboursé, je pense, dans les 80 millions depuis. Ok. Combien de projets on collecte?
enfin, on reçoit et combien de projets on prend, je crois que c'est un tiers, un quart, entre 25 et 30% des dossiers qui passent. Je voudrais pas. Parfois, je vois des concurrents qui disent non, on prend un projet sur 100, un projet sur 1000. Je dis, comme pour les startups. Ouais, ils reçoivent probablement beaucoup de projets, mais moi, je compte pas le tout venant. Tu vois, le type qui me dit, je vais acheter la maison de mon voisin, ça fait pas partie des projets que j'analyse, quoi. Et après, en termes de retard, nous, je crois qu'on est à une quinzaine de pourcents sur les chiffres officiels. C'est-à-dire les créances pas remboursées à temps. Parce qu'en fait, concrètement, quand tu investis sur Upstone, tu souscris un emprunt obligataire. Cet emprunt, il est défini par un montant, un taux et une durée. Cette durée, elle est contractuelle. Donc, on va dire, si c'est 12 mois. On a une clause qui permet d'allonger cette durée, parce que, comme on est dans l'investissement, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, s'il y a besoin d'un peu de temps en plus, on peut l'accorder. Donc, ça peut être 12 plus 12. Et après, on commence à être en retard. En fait, on est virtuellement en défaut. Mais ça ne veut pas dire que l'opération est plantée. Ça veut peut-être dire que déjà, on a remboursé 90% de la créance, mais il reste le dernier lot à vendre. Et le dernier lot, c'est plus compliqué à vendre, donc ça va traîner. Donc, on peut être en retard sur une partie de la créance. Et nous, c'est ce qu'on observe, c'est qu'on a globalement des opérations sur lesquelles les premières ventes ont été passées. Et voilà, on a des queues de programme qui peuvent traîner un peu. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est grave ou pas? Ça dépend des cas, on va dire. Je dirais qu'avoir du retard, pour qui n'a jamais fait de l'immobilier, c'est choquant. Pour qui connaît un peu le monde de l'immobilier, c'est à peu près normal. Hein, la promotion immobilière, c'est ouais. Qui a acheté un appartement en VFA et s'est fait livrer en temps et en heure avec zéro défaut, quoi. Ça n'arrive pas. Ça reste un métier où voilà, tu peux avoir des intempéries, tu peux avoir des difficultés d'approvisionnement, tu as des erreurs humaines de la prise n'est pas au bon endroit, il faut la refaire. Enfin, voilà, il peut se passer plein de trucs, quoi. Donc c'est pas forcément dramatique. Nous, on a pêché un peu par optimisme à un moment. On pensait que les opérations allaient se déboucler beaucoup plus rapidement. Et en fait, non, il fallait un peu plus de temps. Donc, ça nous a donné des stats un peu défavorables d'un concurrent qui met par défaut des contrats de 3 ans. Okay. Donc, en fait, c'est très dur d'être en retard. Donc, il a très peu de retard, mais si ça se trouve, ces opérations ne sont pas forcément plus courtes que les nôtres. Donc, ça, c'est à tempérer. Et après, ouais, il peut y avoir des cas pathologiques on a une opération qui a été remboursée depuis, mais une petite maison dans le 78, je pense, qui s'apprêtait bien à la division. Et l'opérateur l'achète. Et au moment où il commence à curer, il se rend compte qu'il y a un mur qui s'effondre complètement. Et là, forcément, tu regardes ton business plan, tu te dis, ma marge, elle va forcément être chahutée parce que j'ai un peu de structure, je vais perdre du temps. Et ceux qui voulaient acheter le lot que maintenant je peux pas faire visiter parce qu'il manque un mur, forcément ça va être un peu compliqué. Donc voilà, c'est des projets sur lesquels l'opérateur n'a pas gagné d'argent. Il s'est donné beaucoup de mal, il n'a pas touché d'honoraires, il a payé beaucoup de frais financiers, il a été en retard, mais il a tout remboursé. Voilà. Et il y a d'autres cas où il faut être prêt, hein, quand on investit, à se dire bon, c'est de l'argent qui peut être immobilisé pendant assez longtemps. Même si les durées annoncées sont courtes, ça peut être un peu plus longtemps. Et puis, il y a un cas où, parce que on le rappelle à chaque investissement, il y a un cas où je peux avoir moins d'intérêt que prévu. Il y a un cas où je peux ne pas avoir d'intérêt. Il y a un cas où je peux perdre une partie de mon capital, voire l'intégralité de mon capital. Alors, l'intégralité du capital, intellectuellement, c'est un peu compliqué parce qu'on finance quand même des sujets immobiliers. T'imagines que si on est le seul créancier parce qu'il n'y a pas de banque, on a quand même un collatéral normalement qui vaut quelque chose. Donc, perdre tous ces sous, c'est assez dur à conceptualiser. Par contre, s'il y a une banque et que la valorisation des actifs s'écroule, d'abord tu rembourses la banque, ensuite tu rembourses les investisseurs. Donc là c'est à la fois rassurant de savoir qu'il y a une banque parce que tu te dis, bon, s'ils y vont, c'est que ils ont fait leur analyse de risque et que ça doit aller. Mais tu as moins de place pour avoir des sûretés. Bien sûr. Donc c'est forcément, ça peut être rassurant, mais un tout petit peu plus risqué pour ta tranche. Dans ce cas-là, en finance, on appelle ça la tranche mezzanine. Hein, c'est la tranche du milieu qui est entre les fonds de l'opérateur et la dette. Voilà. Si vous regardez un bilan, ça se lit bien. Ça se lit bien sur un bilan. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc voilà, et comme je disais, on a vécu une fin de cycle qui était assez phénoménale entre 2016 et 2021. On a eu après le premier confinement qui a chahuté un petit peu notamment les matériaux et tout ça.
Ouais, qui a créé donc blocage des chantiers, parce qu'au début, on ne sait pas trop si on peut bosser, on ne peut pas bosser. Ensuite, approvisionnement, pas d'approvisionnement. Donc, début de l'inflation sur les prix, parce que comme il n'y avait pas d'approvisionnement, ceux qui voulaient avoir le matos, il fallait le payer cher. Quand tu fournis du matériel et que tu comprends que le prix augmente, forcément, tu gagnes plus d'argent, tu t'en plains pas. Donc, je dis pas que tu joues la pénurie, mais il y a un moment, il y a un effet rareté qui fait que tu peux gagner un peu plus d'argent. Donc, peut-être que tu livres un peu plus tard. Et puis, l'augmentation des taux qui a créé un autre problème, c'est que les acquéreurs finaux sont moins solvables. Une opération de marchand, quand tu l'as faite, tu achètes un bien, tu découpes une maison en 4 appartements. Qui t'achète ça? Des gens comme toi et moi qui vont s'installer avec leur famille ou qui vont s'installer pour vivre, qui vont acheter un bien ou pour faire du locatif, tout simplement. Eux, ils vont acheter un bien, ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter sur 20, 25 ans pour faire un produit patrimonial. Et il y a une époque, tu pouvais t'endetter à 1. Et peut-être qu'à 5, tu ne peux pas t'endetter sur les mêmes montants. C'est ce qu'on dit dans la presse, généralement. On a perdu des mètres carrés d'investissement parce qu'à un moment, tu pouvais investir, tu pouvais lever 200 000 euros à 1%. Là, tu ne peux pas lever que 50 000 euros à 5%, 4%. Donc, tu as perdu en pouvoir d'achat. Donc, toutes les promesses que tu as pu sécuriser à un moment, les gens, quand ils vont voir la banque pour avoir leur crédit, la banque leur dit non. Donc, il faut remettre les biens en circulation. Comme les gens sont moins solvables, ils discutent vachement plus le prix, ce qui peut faire baisser les prix de sortie et donc écorner la marge. Voilà. Donc, c'est un peu ça le défi en ce moment, c'est de comprendre ce qui se passe sur le marché. Pour autant, il y a quand même une forte demande des opérateurs qui ont toujours beaucoup d'opérations. Et en fait, c'est normal parce que comme le marché se tend, en fait, c'est dans les deux côtés, ils sont acheteurs et vendeurs en même temps. Voilà. Les marchands, c'est ça en fait. Oui, en permanence. En permanence, c'est de deux côtés. C'est-à-dire que tu dois chercher de la matière première. Comme c'est un métier de flux. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. C'est pas de la rentabilité long terme. Donc, si tu achètes plus et tu vends plus, en fait, tu fais plus de chiffres. Donc, tu vis plus. Donc, tu dois chercher des opérations en permanence et tu dois les déboucler et les vendre en permanence. Avec des effets de bord que sur certaines OP, tu gardes en stock parce que c'est un peu de mal à sortir, d'autres qui vont se passer très vite et donc tu cherches de la matière première. Donc les taux qui augmentent, ça fait partie de la vie, donc tu l'intègres dans ton prix et donc quand tu vas voir un vendeur d'un bien sur lequel tu vas travailler, déjà tu as un peu plus de temps pour le négocier parce que on est moins dans la frénésie de j'achète en 24 heures, il faut que j'achète, sinon c'est quelqu'un d'autre qui l'achète. Tu peux négocier un peu le prix et forcément ton coût de financement va être un peu plus important parce que là où nous on payait 8-10, maintenant on paye 10-12 et certaines opérations on paye 14. Donc ça, voilà, on suit un peu les taux. Alors on n'a pas un spread constant. C'est pas Euribor entre le taux standard, comme on a l'habitude de le voir. Ouais. Là, nous, à l'époque, on avait un Euribor négatif, légèrement négatif, donc on va dire il est à 0 et on payait 10%, donc ça faisait un spread de 10%. Aujourd'hui, l'Euribor, il est à 3, 4 ou 5, on ne paye pas 15. On n'a pas un spread qui est constant parce que, en fait, avant, c'était très, très bien payé. Maintenant, c'est bien payé. Mais ça reste pas trop mal payé. On a des investisseurs qui viennent nous voir en disant en fait, il faudrait augmenter vos taux de même ordre de grandeur que le Ribor. On dit oui, mais il y a quand même quelqu'un qui paye à la fin, qui est l'opérateur. C'est ça, et il faut la marge. Et pour que son opération soit viable, il faut qu'il ait de la marge. Et si on lui fait un TRI d'investisseur, si on vous fait un TRI d'investisseur equity, en fait, il va prendre moins de risques à prendre de l'equity parce que là, il a une dette avec des intérêts qui courent. Et plus il met de temps à la rembourser, plus ça lui coûte cher. Alors qu'un investisseur, un associé, lui, il est rémunéré en pourcentage de la marge. Donc, à la limite, c'est moins risqué de se dire j'ai un associé et je lui donne une partie de la marge et peu importe la marge. Donc voilà. Et si je me permets, du coup, je fais le lien avec notre nouveau produit d'investissement qu'on fait depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui est le refinancement hypothécaire, qui est de libérer du cash sur la valeur d'un bien. Donc, toi, tu es propriétaire de X biens, et imaginons, il y en a certains qui n'ont pas de dette, tu pourrais te dire, en fait, j'ai du cash qui est coincé dans un actif. Et j'ai des opportunités d'investissement. Comment je libère du cash sur cet actif? Je fais un refinancement hypothécaire. Donc, à une époque, tu pouvais aller voir ta banque en disant, j'ai un bien, il est libre de dette, remettez-moi de la dette, et ça me génère du cash. Et je peux faire mes investissements. Et là, nous, on fait ça en crowdfunding parce qu'en fait, la banque ne le fait pas. La banque ne le fait pas. Donc, on a des personnes physiques qu'on peut financer comme ça et aussi des personnes morales, donc des sociétés. On a quoi? On a 2 tiers des sociétés en France qui détiennent de l'immobilier. Sur ces 2 tiers, il y en a qui ont l'immobilier libre de dette
Et quand tu es une société en ce moment, tu peux avoir besoin d'investir, tu peux avoir besoin de rembourser des PGE, des dettes. Donc tu peux dire, j'ai un actif à 1 million, je vais lever 600 000 de dettes auprès d'Upstone. Et donc nous, pourquoi on lève 600 000? Parce que comme la banque, on a un effet de levier et on veut avoir une marge par rapport à la valeur de l'actif. Hein. S'il vaut 1 million et qu'on prête 600 000, et si jamais on doit vendre le bien pour se rembourser, on sait que si on le vend 40% de moins, on est à peu près sûr de trouver de la liquidité sur le marché. Et derrière, on distribue du 8, 10 à 12% à nos investisseurs. Donc, en tant qu'investisseur, tu vas te dire, moi, je mets 1 euro. Derrière, j'ai 1,5 € de collatéral. Il y a un immobilier qui est ramené à mon investissement vaut 1,5 fois plus. Et ça me permet de dégager une renta mensuelle sur un taux annuel de 10%. Donc, c'est un autre type d'investissement. Donc, quand on dit, est-ce que le marché du crowdfunding est arrivé à maturité? On dit, non, parce qu'en fait, on découvre toujours plein d'autres produits immobiliers. Et j'appelle ça, moi, la super SCPI, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu t'investis sans frais d'entrée. Tu investis 100. Derrière, tu as un truc qui vaut 150 au cas où. Et ça te distribue du 10% par an, tous les mois, sur une durée de 2 ans, 3 ans. Donc, en fait, tu n'as pas de frais d'entrée. Tu as ta liquidité qui est trouvée. Et tu as un rendement qui est bien plus intéressant, d'autant plus qu'il est sujet au PFU, donc au prélèvement forfaitaire unique, qui est la flat tax de 30%. C'est pas tes revenus fonciers de tout à l'heure. Bon, la comparaison s'arrête là parce que c'est pas du patrimonial. Hein. La SCPI, il y a un côté patrimonial. Et tu dures longtemps, là. C'est l'immobilier papier. Enfin, moyen terme. Voilà, voilà, en tant que. Il faut comparer des choses comparables et il faut aussi ramener l'église au centre du village et c'est pas tout à fait comparable, mais bon, j'aime bien lancer un petit pic au SCPI de temps en temps. Yes. Et c'est vrai, c'est un bon point. T'avais le SCPI où il n'y avait pas d'effet de levier aussi, hein, qui posait problème, plus ses frais d'entrée et tout ça. Après, là, vous avez, après, t'as les rates où, en fait, ton actif sous-jacent, il est pas si sûr que ça, vu qu'elle est super endettée, peut être super endettée, et en plus, tu peux te faire diluer. T'imagines, dans du crowdfunding, ce serait inenvisageable de te faire diluer, comme ça a pu être proposé. Et donc là, c'est vrai, surtout dans ce dont tu parles en plus, là, tu as vraiment la garantie, parce que là, vous avez à 100% quand vous faites ça, sur le refinancement hypothécaire. On le structure de 2 manières. Pour les personnes physiques, on fait ce qu'on appelle une opération de réméré. C'est-à-dire qu'on rachète le bien à un prix qui est connu d'avance. Connu des étudiants en droit. Les ventes à réméré, je me disais, mais qui peut acheter, qui peut faire ça? On comprend pas trop le truc, mais vas-y, explique. C'est intéressant. On a parlé en 2016-2017. Il y a un notaire qui me dit, mais vous devriez faire de la vente à réméré. Vous rachetez un truc, 60% de sa valeur, et vous le détenez. C'est à vous. L'ancien propriétaire, il a une option de rachat. C'est-à-dire qu'il peut vous le racheter, le prix qu'il vous l'a vendu. Et ça annule la vente. Et il dit, si jamais il ne vous rembourse pas, vous avez un bien, vous avez acheté 60% de sa valeur. Donc, c'est à vous. Et vous pouvez le vendre 100% de sa valeur. Il n'y a pas de raison. Et vous faites un terrible malade mental. Et je dis, très bien, je note. Je trouve que c'est hyper intéressant et enrichissant d'un point de vue financier. Par contre, il y a quelqu'un derrière qui se fait complètement dépouiller. C'est dur. Parce que qui fait du réméré, c'est des gens qui n'ont pas accès au marché bancaire. Donc, tu as un premier cas, c'est les gens qui sont surendettés, qui ont la chance d'avoir un bien, mais qui ont pris 2-3 crédits revolving pour X raisons. Ils ont un divorce, un décès, plein de raisons qui font qu'ils ont besoin de cash. Et ils vont se faire saisir le bien. Donc, ils peuvent se dire, il me faut un peu de temps pour aménager une solution. Donc, je vends un réméré, je récupère du cash, je me désendette et j'ai 2-3 ans pour trouver une solution pour redevenir propriétaire de mon bien. En fait, la vente, on peut. C'est comme ça. En gros, toi, t'achètes. C'est comme si toi, moi, je te vends mon bien. Et du coup, moi, j'ai plus le bien. Et toi, tu deviens locataire. Voilà. Et mon bien qui vaut 100, je te l'ai vendu à 60. Et dans 3 ans, soit j'ai de nouveau les 60 pour te les rendre, plus les intérêts, je pense. Et soit, c'est comme le prêteur sur gage, là, pour une histoire. Les trucs là, voilà. Ouais, c'est qu'à chaque fois que je parle de réméré, on me sort la référence du pawn shop, du prêteur sur gage, mais c'est exactement ça, mais appliqué à l'immobilier. Et donc, voilà, tu as 2-3 ans pour te refaire une santé financière, donc tu peux
Tu peux généralement, c'est là où tu retrouves t'as retrouvé un CDI, mais t'as besoin de te désendetter de tes emprunts toxiques, donc voilà. Et puis, au bout de 3 ans, tu redeviens un peu bankable au niveau de la banque parce que tu as un CDI, donc tu peux réemprunter pour racheter ta maison. Et alors, c'est une solution financière qui est forcément un peu coûteuse dans ce cas-là, puisque il y a des coûts d'intermédiation et il y a un taux d'intérêt, enfin, il y a un intérêt versé aux investisseurs. Donc, bon, le cas pathologique, je dirais, c'est le côté surendettement, mais tu as un cas de je suis trop âgé et j'ai besoin de déménager. Donc, ça vient substituer au crédit relais. Okay. Là, on a une personne qui est venue nous voir, qui dit bah, moi, j'ai de l'immobilier, j'ai 4 appartements, j'aimerais bien garder cela et je vais vendre celui-ci pour acheter celui-ci, mais en fait, il me faut un peu de temps pour le vendre parce qu'aujourd'hui, les transactions sont avec un petit peu de temps. Donc, prêtez-moi de l'argent, je vous mets ça en collatéral, je déménage, j'achète celui-ci et en fait, je vais le vendre de toute façon. Donc, en fait, on fera ce qu'on a fait, on appelle ça une vente avec complément de prix. On l'achète 60, la personne le vend, on récupère nos 60 et entre-temps, on aura touché du rendement. C'est pas très spéculatif, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Et de la même manière, la personne qui a fait un réméré et qui ne peut pas racheter son bien, parce que finalement sa liquidité, son plan de liquidité marche pas. Si on doit être amené à vendre le bien, nous, on va le vendre le plus cher possible et on va récupérer pas plus de 60. Donc on essaie d'avoir un côté un peu équilibré parce que on estime sinon il n'y a pas d'alignement d'intérêt. Tu rachètes le bien à quelqu'un, tu as tout intérêt à ce qu'il ne le rachète jamais pour faire un TRI. Alors, je ne dis pas qu'il y a certains cas de figure, on ne pourrait pas le faire parce que finalement, si tu vends le bien 110 ou 120 qui est bien au-dessus de son estimation, peut-être parce qu'il y a eu de l'inflation, tu pourrais faire un partage de la valeur au-dessus. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc le réméré, c'est un outil très puissant qui permet de titrer, qui permet de trouver des solutions. On estime que la taille du marché, elle est adressable, elle est aux alentours du milliard en France. Okay. Donc, tu as suffisamment de gens qui sont propriétaires d'un bien et qui n'ont pas accès au marché bancaire et qui peuvent faire du réméré. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont besoin. Donc, la taille du milliard, c'est un coup de louche. Hein. Mais en tout cas, on pense qu'on en a sous le pied. Et la deuxième façon de le faire, c'est la fiducie. En fiducie-sûreté, on peut prêter à une société et mettre un bien en fiducie-sûreté face à cet emprunt. Donc, la société, généralement, elle a une société business type SAS, une SCI qui détient l'actif immobilier. Et on va lui dire, je te prête sur ta SAS parce que c'est là où tu as besoin d'argent. Par contre, je prends les parts de ta SCI en contre-garantie de mon emprunt. Donc, je suis pas titré, mais si tu fais défaut sur l'emprunt, je peux saisir l'actif et le vendre. D'ailleurs, c'est le fiduciaire qui va le faire parce que c'est pas moi et ça permet d'avoir un tiers des passionnés. Donc, en fait, on a trouvé les moyens juridiques de faire ce qu'on appelle plus globalement du refinancement hypothécaire et donc de faire du refinancement, libérer du cash sur la valeur des actifs qui sont libres de dette. Et là, répéter juste le triangle juridique là. Donc, tu as la SAS, SCI. Ça, c'est le truc normal que toutes les sociétés quasiment classique, ont. Ensuite, donc, nous, on fait un emprunt obligataire sur la SAS. Emprunt obligataire sur la SAS. OK, donc la SAS, donc la société commerciale doit rembourser l'emprunt. Exactement. Elle emprunte. C'est là où on a besoin d'argent. C'est là où le business se passe. Donc, c'est là où tu as besoin d'investir généralement. Et elle peut avoir dans ses outils de production l'actif immobilier qui peut être une usine, qui peut être un entrepôt, qui peut être un actif de bureau. Okay. Et celui-ci, généralement, il est plutôt déporté dans une SAS, dans une logique plutôt patrimoniale pour dans une SCI, tu veux dire. Ou alors, il est déporté dans une SCI. Dans une SCI, oui. Ouais. Généralement, on confond rarement l'immobilier et le business par pure logique financière. Hein. On isole tous les actifs immobiliers dans des SCI. Là, on a fait une salle de sport cet été. Donc, concrètement, il y a une salle qui exploite la salle de sport, il y a une société qui exploite la salle et une société qui détient la salle. Voilà. Et donc, on a prêté à cette marque de salle de sport en prenant en contrepartie une garantie sur l'actif. Donc, à la louche, je dis une bêtise, mais l'actif, il vaut 2 millions. On lui a prêté 1,2 million. 1 million, plutôt, pour être précis. Donc, et toi, en fait, quoi et comment tu as les parts de la SCI? C'est comment tu les as? Tu les as en garantie? Tu les as en garantie, ça? Tu les rachètes pas? On les a en fiducie sûreté. Donc, la fiducie, c'est quoi? C'est un transfert temporaire des parts de la société. Donc, il y a ce qu'on appelle un fiduciaire, une société de gestion, un avocat fiduciaire, qui va héberger les parts de la société. Donc, juridiquement, elles ne sont plus détenues par la société ou par les personnes physiques qui les détiennent. Hein. C'est déporté, ce qui fait que ce n'est pas dans son patrimoine. Ouais, voilà, c'est détenu par un tiers. Ce qui est très très fort en termes de procédure collective, de recours, etc. C'est-à-dire que si la société est plantée,
on peut pas aller chercher cette partie du patrimoine qui n'est plus détenue par la société. Et donc, nous, on met ces parts de société en contrepartie de l'emprunt, ce qui fait que si l'emprunt n'est pas honoré, on peut aller chercher l'actif. Et on appelle le fiduciaire, on lui dit, l'emprunt est en défaut, donc il faut vendre l'actif pour nous rembourser. Donc, le fiduciaire va faire deux choses, il va nommer un expert et un commercialisateur pour avoir une expertise du bien au moment ou du défaut, on va dire, et un commercialisateur qui va se charger de tâter le marché pour voir à qui pourrait vendre ça. Et son intérêt, c'est pas juste de nous rembourser, c'est son premier intérêt, mais c'est aussi de rembourser, de dégager le plus de liquidité possible pour donner un excédent éventuellement à l'emprunteur. Donc voilà, c'est le mécanisme juridique de fonctionnement de la garantie. Ok. Et juste pour la vente à réméré, tu as des frais de notaire classiques dans ce type de vente? 2%. 2%. Tu as les frais réduits parce qu'en fait, on achète en marchand. L'idée, c'est de faire une opération qui va durer moins de 5 ans. Aujourd'hui, on les estime sur 2 ans. Sur 2 ans, alors il y a un côté commercial investisseur, c'est-à-dire que quand tu viens faire du crowdfunding, tu viens rarement faire du patrimonial sur 8 ans ou sur 5 ans. Donc se projeter au-delà de 2 ans, c'est un peu compliqué pour les investisseurs. Donc la première opération, on l'a fait sur 2 ans. Elle a été débouclée depuis. La deuxième opération, on l'a lancée sur 2 ans. Elle aura duré moins d'1 an parce que la personne a eu de la liquidité entre-temps pour racheter le bien. Mais en tout cas, on achète en marchand à 2% de frais de notaire parce qu'on estime que la liquidité va se créer en 5 ans. Si, je te vois venir, l'ancien propriétaire veut racheter, il n'aura pas 7% de frais de notaire à payer. En fait, il va annuler la vente avec le rachat, ce qui fait que nous, on aura payé nos 2%, on les a paumés, mais lui, il n'aura pas 7% à remettre sur la table pour redevenir propriétaire. Donc voilà, fiscalement, ça peut être avantageux. Par contre, comme tout bon jeu, si ça dure plus de 5 ans pour X raisons, là, on va devoir payer des droits complémentaires pour retomber sur des droits normaux. Ok, très intéressant. Donc vous, c'est avec une société c'est une société de marchands, vraiment qui achète une SAS de marchands. C'est ça. C'est ça. En réméré, on travaille avec un partenaire, parce que pour des questions de conflit d'intérêts, en fait, on peut pas détenir les biens nous. Donc on a un partenaire qui a lancé une solution de réméré qu'on finance. On en est on a fait 5 opérations pour les personnes physiques, on en a fait 3 pour les pros, et là on en a quelques-unes dans les tuyaux pour d'ici la fin de l'année. Et tu vois, dans les cas qu'on va adresser, on a un ancien sportif de haut niveau qui a gagné beaucoup d'argent parce que c'était une star du ballon rond, mais qui a tout son argent bloqué dans l'immobilier ou des assurances vie. Et là, il a besoin d'une rallonge pour faire des investissements. Donc on lui dit, on va faire un réméré sur ce bien parce que comme c'est une personne physique, on peut pas lui faire un emprunt obligataire. Il faut une SAS pour ça. Donc on lui rachète un bien. Comme ça, on lui dégage, je crois, l'idée, c'est de faire 600 000 euros. Comme ça, il finit les travaux et après, il peut le vendre. Voilà, et maximiser son gain. Non, d'ailleurs, il va vendre un autre appartement, mais il a besoin d'1 an ou 2 pour le vendre. Donc, voilà, on lui dégage des liquidités. Et c'est hyper puissant comme outil, du coup. Hyper intéressant. Et tu vois, moi, alors, je sais pas si vous auriez financé ça, mais j'ai un très bon ami à moi, notamment, avec son père, ils ont beaucoup d'immobilier et j'ai entendu plusieurs fois des histoires comme ça. La banque devait leur financer IMO plus travaux. Et au final, elle a financé que l'IMO. Elle a dit après, on vous financera les travaux. Et après, elle a changé d'avis, comme par hasard. Et du coup, eux, ça a pris des années parce que l'immeuble, il fallait tout refaire. Enfin, j'ai une connerie, c'était genre 1 million l'immeuble. C'était à peu près ça leur idée et 600 000 les travaux. Et en fait, en gros, bon, heureusement, ils ont des gros revenus et tout, mais en gros, ils ont acheté les 1 million et après les 600 000, ils ont dit, ah ben non, on vous les finance pas. Et c'est plus notre problème. C'est le frisson de l'investissement. Hein. Ouais, voilà. Tu peux te retrouver dans des situations que tu n'avais pas prévues et donc te porter un actif. Et du coup, c'est vrai que dans ce cas, ils auraient pu passer par vous à la limite. Pour après, il aurait fallu revendre. Sur cet actif, oui et non, parce qu'en fait, il y a la banque qui l'a financé. Ah oui, la banque l'avait financé, et du coup, il avait la garantie sur le bien. Donc, voilà, il est propriétaire, la dette est collée au bien, et en fait, s'il le vend, ça déclenche le remboursement de l'emprunt. Non, mais s'ils avaient eu un autre actif, par exemple. Ouais, voilà. S'ils avaient un autre actif, ce qui peut se trouver généralement sur les gens qui ont un peu de patrimoine, c'est que
si tu es un marchand un peu avisé, il y a un moment, tu as quand même gardé un peu des biens quelque part, en disant, on sait jamais, quoi, hein, pour faire du patrimoine. Et bah, il y a un moment, ta dette, elle peut être remboursée parce que ou tu l'as acheté pas cher, ou tu l'as gardé suffisamment longtemps. Et donc, ça peut être une base pour dégager des liquidités. Parce que l'autre cas, c'est que tu dis, bah, je vais le vendre, en fait, le truc. Mais si tu n'as pas envie de le vendre, parce que tu veux le garder en produit patrimonial, ou tu te dis, bah, c'est trop bête de le vendre. Ou tu as la plus-value à payer, des choses comme ça. Ouais, sur la plus-value, tu peux te dire, voilà, soyons intelligents, regardons quel va être le coût associé à cette opération de financement, et ça peut être acceptable par rapport au TRI de l'investissement que tu projettes de faire avec ces fonds. Donc en fait, voilà, on a maintenant, quand on a des opérateurs qui viennent nous voir, qu'ils soient promoteurs marchands de biens, on va chercher à comprendre s'ils n'ont pas de l'actif tangible derrière libre de dette, pour se dire, bon, si jamais il y en a, ça peut nous servir de collatéral supplémentaire, en disant, bon, bah, on va financer un produit, et puis si on peut prendre une garantie annexe, on ne va pas cracher dessus. Et puis, ça peut être voilà, ce fameux type qui nous dit, bah, moi, j'ai besoin de 100 000 euros pour acheter un terrain, je ne sais pas où, et pour payer des études avec je ne sais pas qui. Il dit, bah, ton projet, il est clairement pas mûr. Mais si tu veux te lancer, tu as peut-être un bien qu'on peut mettre derrière, et donc on va faire ce qu'on appelle un refinancement hypothécaire. Et je dis ça en disant, je me dis que c'est un peu bête, parce que l'idée, c'est de comprendre la liquidité derrière. C'est-à-dire qu'on veut que les gens rachètent. Et là, dans ce cas-là, on pourrait se dire, le type, il a quand même zéro chance de trouver un business en 2 ans où il va déposer un permis et vendre une fortune. Donc on pourrait se dire, bon, en fait, on va pas lui dégager de l'argent pour qu'il puisse s'occuper s'il n'a pas une vraie stratégie de remboursement derrière. Ça marche pas. Mais voilà, on a des gens qui ont hérité, qui se sont retrouvés avec des biens, ils ont besoin d'argent pour les rénover, ou les revendre ou les repositionner. Ben, ils n'ont pas de cash parce qu'ils ont hérité. Voilà, il y a plein de situations fascinantes sur lesquelles on a une solution. Ça marche. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon épisode déjà, bien long. On va essayer de ne pas perdre tout le monde. Puis ça a été un peu technique, mais c'était très intellectuellement, ça fait toujours du bien. Voilà. Et puis on embrasse ma prof de droit sur les ventes à réméré. C'est vrai que c'est un terme qui est assez peu diffusé, voilà, qui est souvent connoté, parce que tu peux faire de très bonnes opérations de marchand en faisant du réméré. Tu as des spécialistes qui se disent, bon, bah, moi, je dépanne quelqu'un, je lui rachète un actif des côtés, et si jamais il ne le rachète pas, bah, en fait, moi, je le vends, et je fais une très bonne plus-value. Voilà, ça peut arriver. C'était souvent utilisé comme ça, hein, par les marchands. Hein. C'est une opportunité, on va dire. C'est-à-dire que quand tu le fais, toi, le réméré, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Oui. Voilà, il y a des dimensions sociales et solidaires qu'on essaie d'ajouter pour que ce soit sympa. Et réméré, c'est pas très beau, en plus, comme mot. Ah, mais moi, après, on va clôturer, mais moi, j'avais notamment, je travaille aussi dans la finance, et des sociétés, c'est connu, qui rachètent, surtout aux États-Unis, des assurances-vie. Et qui donc en fait c'est des gens qui ont payé toute leur vie et qui peuvent plus par exemple payer la prime et qui vont tout perdre, ou alors et du coup en fait eux ils leur rachètent, ils font un genre de viager d'assurance vie. C'est un truc qui est assez courant, et en fait en gros ils gagnent de l'argent quand la personne meurt. Donc au début tu te dis c'est un peu immoral, mais en fait après quand tu creuses le truc, par exemple il y avait beaucoup de gays qui font ça. Et en fait, ils se disent, ma famille, elle m'a rejeté parce que je suis gay, surtout ceux qui ont 70 ans, 80 ans, voilà. Et ils disent, ma famille, elle m'a rejeté toute ma vie, j'ai pas envie qu'ils héritent maintenant de tout ce que j'ai fait. Donc, en gros, j'hérite pour moi-même. Le jour où je meurs, ça va, il y a 500 000 qui va tomber, vous me donnez 300 maintenant, et puis voilà. Ou alors des gens pour payer leurs médicaments ou des trucs comme ça, surtout aux États-Unis. Donc voilà, parfois, l'immoral et la morale, faut toujours regarder un peu comme le viager, tu vois, il y a beaucoup de gens, mais c'est horrible, en fait, c'est pas si, enfin, voilà, il y a toujours deux côtés, sur une même pièce, c'est toujours intéressant de creuser, quoi. C'est ça. Ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a les reverse mortgage qu'on a aux US, qui est un peu contre-intuitif, c'est t'empruntes de l'argent et t'es payé, mais t'as ton bien derrière. Donc, effectivement, si tu prévois de vivre la vida loca jusqu'à ta mort, et de rien laisser à personne, c'est parfait, parce que tu vas te dégager de l'equity sur ce que tu détiens. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, mais ça marche très bien. Mais voilà, je sens ça marche. Si on veut te contacter, Upstone, LinkedIn. Ouais, Upstone. Alors Upstone, sur le site, on va avoir une rubrique contact. Sur LinkedIn, vous pouvez m'atteindre directement. Mon adresse email, c'est arnaud@upstone.co. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh ben merci Arnaud, ça m'a fait très très plaisir de faire un épisode, voilà,
dans ce domaine. On n'avait jamais fait. Et je te souhaite une très bonne continuation et beaucoup de projets florissants avec Upsto. Et aussi, si vous voulez reprendre vos études, Arnaud est prof. Tu peux juste dire dans quelle fac t'es prof? Ouais, je donne des cours de finance immobilière au master GESIC à la Sorbonne, en programme grande école à l'ESCP, en option développement immobilier à l'ESTP et à l'ICH au CNAM. Voilà. Et écoute, j'ai été ravi de partager tout ça avec toi. Et voilà, n'hésitez pas. Ça marche. Bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Félicitations, vous faites partie des plus déter. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle, si vous avez des questions sur que vous voulez que je traite dans ma formation bourse, vous pouvez me l'écrire. Je vous donnerai en échange un code promo très avantageux. Et puis, pensez comme toujours à noter. Vous pouvez noter sur Spotify, c'est hyper simple. Vous pouvez aussi noter sur Apple Podcast, c'est hyper compliqué, ou alors partager en story. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui partagent chaque semaine. Je peux pas toujours vous repartager. L'algorithme de Insta, malheureusement, il pénalise énormément quand je partage beaucoup, parce que en fait ça fait beaucoup moins de vues. Après, mes prochaines publications en font beaucoup moins. Mais vous partagez, ça me fait hyper chaud au cœur. Et bien sûr, il vous pénalise pas parce que c'est que de temps en temps, c'est pas des repartages. Donc voilà. Comme toujours, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et on se retrouvera la semaine prochaine avec un épisode d'une qualité exceptionnelle, vous vous en doutez. Et j'ai pas encore prévu mon petit épisode de Noël, mais je vais essayer de vous faire un truc bien. Peut-être un truc en famille, on va voir. Allez, bonne semaine à tous, bye bye.